Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité 100% comics et adaptation est garantie. Cette semaine, sans aucune blague, il n'y en aura pas effectivement, puisque j'ai eu une épiphanie, je ne suis pas marrant, et du coup j'ai décidé d'arrêter de vous agresser les oreilles avec mes calembours et mes tournures de phrases premier degré. Corentin, bienvenue à toi. J'ai eu la même épiphanie il y a très longtemps. Il y a 8 ans, j'ai eu cette épiphanie, et depuis je n'osais pas te le dire. Je suis soulagé là, tu vois. C'était la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est ça. Premier regard. C'est vrai. Bah, ça, il y a des choses qui se passent comme ça. Ça va, non? Ça va très bien, très bien. Et toi? Bah, tant mieux. Oui, moi ça va. Et là, ça va. Alors, du coup, on va niquer l'ambiance dès le début, en adressant juste un petit mot de soutien au dessinateur espagnol Carlos Pacheco, qui a annoncé prendre sa retraite de façon un peu forcée, puisque le monsieur a été diagnostiqué de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable. Et donc, voilà, on va pas s'étendre là-dessus parce que on espère qu'il va quand même pouvoir encore vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Mais on lui adresse simplement juste tout notre soutien, et n'hésitez pas à lire toute sa bibliographie du Avengers Forever jusqu'au récent Life of Captain Marvel. C'est un excellent dessinateur qui mérite tout votre amour, et donc on lui souhaite le meilleur des choses. Ensuite, histoire de pas se plomber là-dessus, Corentin, une dernière actualité pour vous parler du festival Quai des Bulles qui aura lieu du 7 au 9 octobre, la semaine prochaine, à l'heure où on enregistre ce podcast à Saint-Malo. Il y aura plein d'éditeurs de bande dessinée, aussi des éditeurs de comics, et à côté de ça, des restaurants où vous pouvez manger des moules frites et des crêpes à volonté. C'est assez incroyable. Ils ont des cidres qui sont excellents. Donc, Saint-Malo est dans les bars, à Saint-Malo dans les remparts. Exactement, je n'ai pas la ref, mais je te crois. C'est vrai? Non, je l'ai pas du tout. Oh, Saint-Malo, non, tu connais pas? Non, pas du tout. Pas breton. Mais je ne suis pas breton comme toi, Corentin. Il y a des chants alsaciens comme ça. Il y a des chants alsaciens. Il y a la Tanze Flammekuche qui est assez incroyable, qui est une valse en ode à la tarte flambée où tu te déguises en lardon. Oui, mais tu danses. C'est pour ça en soirée, une fois, t'étais arrivé en lardon. Oui, bah oui. Mais je comprenais pas. Je m'étais trompé d'ambiance. Il a pété un boulot. C'est ça, je m'étais dit. Voilà. Et donc, on danse tous dans des lardons, dans une forme de piste où en fait, on met de la crème dessus. Après, on se badigeonne dedans. C'est dégoûtant. Et forcément, c'est alsacien. Je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Des soirées FMQ, je vous aussi. Ça n'a aucun sens. Et j'avais dit qu'il n'y aurait pas de blague dans ce podcast. Et bien sûr, comme un vrai politicien, je faillis à ma parole. Bref, je vous disais donc que à Quai des Bulles, Kinaï sera également présent, comme l'année dernière d'ailleurs. Donc Kinaï, maison d'édition spécialisée dans l'importation de bandes dessinées américaines jeunesse, de façon générale, young adult, et souvent qui paraît d'ailleurs directement en album plutôt que en single issues dans les comic shops. Donc c'est surtout des choses qu'on voit, par exemple, c'est chez Top Shelf, non pas Top Shelf, je ne l'ai plus, mais il y a du Penguin Random House par exemple, ce genre de production. Et donc ils font aussi de la création originale. D'ailleurs, à ce propos-là, on aura quelque chose à vous annoncer ici sur Comics Blog dans très peu de temps. Ce sera plutôt excitant. Mais donc du côté des créations originales, vous connaissez notamment l'anthologie Punch que l'éditeur fait. D'ailleurs, on a accompagné beaucoup de leurs équipes créatives en podcast pour chacun de leurs numéros, et justement l'anthologie sera mise en avant à cette édition de Quai des Bulles, puisque l'éditeur aura l'honneur et le plaisir de recevoir Elsa Bordier, l'autrice du chapitre Moineau qu'elle avait fait avec Souria. Podcast qui est disponible toujours sur First Print si l'histoire vous intéresse. Il y aura également Valentin Sèche qui a illustré l'album The World, mais surtout qui va signer le prochain segment de l'anthologie Punch volume 2 qui s'appelle Maudit, aux inspirations très Zelda Majora's Maskienne, donc sur lequel je suis particulièrement saucé. Et également au programme Mélanie Allag, qui est autrice et dessinatrice de Cratère et qu'on avait également reçu en podcast l'année dernière, l'automne dernier, et qui, si vous allez la voir, vous fera sûrement une dédicace sur Cratère avec des insectes trop mignons. Donc si vous voulez une chenille ou un papillon trop kawaii, eh bien allez-y, parce qu'ils sont vraiment top. En plus, ça fait des super couleurs dessus. Enfin bref, voilà, ces trois invités là. Donc il y aura pas d'avant-première pour le coup, mais il y aura un print de Valentin Sèche qui sera proposé sur place avec des petits ratons laveurs ou des petits chats. Donc forcément, ça risque d'attirer quelques gens de la team chat. On ne vous en veut pas. On ne vous en veut pas pour une fois. D'être dans le bon camp, effectivement. Vous avez bien choisi. Dans un camp. Au monde. Dans un camp. Il n'y a pas de bon. Tu sais, faut arrêter d'être binaire comme ça. D'accord, t'as raison. Moi, j'aime bien les chiens en plus. C'est juste qu'ils sont inférieurs aux chats. C'est pas grave. Hein, je ne relèverai pas ta provocation puérile. C'est la réalité. Voilà. Ouais. Je veux dire, voilà.
Autre nouvelle, Corentin, qu'est-ce que tu vas faire en février 2023? Eh bien, je vais te le donner en mille. Tu seras peut-être né à Monaco. Oui. Non, sûrement pas. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui pourrait m'amener à Monaco, Arnaud. Eh bien, peut-être que c'est le retour du salon Magic Monaco, qui n'est pas du tout un salon dédié aux cartes à jouer Magic the Gathering, mais Magic qui est l'acronyme de Monaco Animation Game International Conferences, donc un salon qui est dédié à la pop culture avec un pan très animé, manga et jeux vidéo, puisque c'est notamment Shibuya Productions qui est derrière l'organisation, mais sur lequel il y a aussi tout le temps des invités comics, en tout cas sur les dernières éditions. Nous, avec Comics Blog, on avait été partenaires en 2019, c'est ce qui nous avait permis de rencontrer et d'interviewer Chris Claremont, Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. En 2020, l'édition avait été annulée avec le Covid, alors qu'il y avait Dave Gibbons quand même qui était prévu. Et dans les éditions précédentes, on avait quand même eu Mike Mignola, Colin Doran, Bill Sienkiewicz, Mark Millar ou John Romita Jr. Donc quand même, ça ramène pas énormément de monde chaque année, mais par contre, c'est les poids lourds de l'industrie qui sont présents à chaque fois. Et donc, le salon est de retour les 25 et 26 février 2023. Donc, on en parle quand même avec l'espoir qu'il y ait des invités et avec l'autre espoir qu'on puisse essayer d'y retourner. Mais voilà, si vous êtes proche de Monaco, c'est un festival à surveiller, d'autant plus que les modalités sont assez particulières parce qu'en fait l'entrée est gratuite, mais le nombre de places et d'entrées par jour est limité, donc en fait c'est sur inscription tout simplement, mais voilà, ça ne coûte rien. Par contre, il faut juste être un petit peu chanceux puisque forcément il y a un peu de demande. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'invités qui ont été annoncés, mais c'est aussi un salon qui du côté du manga avait aussi reçu des très gros noms, notamment le regretté dessinateur de Yu-Gi-Oh qui s'était déplacé. Il y avait aussi Leiji Albator, Matsumoto. Merci, Matsumoto. C'est Kazuki Takahashi, voilà, Leiji Matsumoto. Donc voilà, c'est aussi des gros noms de l'industrie qui pèsent à chaque fois. Donc voilà, on en est curieux de voir si quelque chose se passera. En tout cas, on leur souhaite simplement aussi, parce que ce sont des gens que l'on connaît, on leur souhaite de faire la meilleure édition possible. Corentin, c'est moi. Je vais pouvoir un petit peu te redonner la parole après ce monologue de 10 minutes. Oui, pourquoi pas. Sauf si tu veux que je continue comme ça. Salut. On peut Il y a des figurants. Ne pas discuter. On peut discuter. Après l'actualité là, je pense que tu parleras plus à toi qui a préféré ce projet à moi. Mais je peux par contre prendre la parole pour dire qu'une édition collector pour Demon Days Beach Momoko se prépare, Arnaud Kikou. Tout à fait. Alors je crois qu'on vous avait déjà dit que ça arrivait en VF chez Panini Comics. Puisque là on voit en fait l'actualité de cette fin du mois de septembre fait qu'en fait il y a eu juste pas mal d'annonces de titres en VF. Alors certaines précisions de date sur des choses qu'on vous avait déjà parlé, mais ça permet d'en remettre une couche en essayant de vous indiquer c'est quoi ces albums et surtout est-ce qu'on vous les recommande ou pas en fonction de vos affinités et de vos goûts culturels, va-t-on dire. Donc Demon Days de Peach Momoko, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte d'Elseworld chez Marvel, puisque la dessinatrice et autrice japonaise Peach Momoko, qui a percé énormément ces dernières années avec son très 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 reconnaissable et surtout parce que c'est une cover artiste dont les Américains sont très friands. C'est-à-dire que c'était notamment à un moment, elle avait même un contrat d'exclusivité chez Boom Studios pour faire des couvertures que chez eux, et ma foi, elles partent très très bien. Donc, elle a carte blanche chez Marvel pour faire une histoire qui réinvente l'univers Marvel dans un style de Japon féodal, un peu mythologique, dans lequel, par exemple, Logan est un chien, un loup, dans lequel Venom c'est un Oni, et voilà, et ça va ainsi de suite. Et ensuite donc le personnage de Mariko qui dans le canon de Marvel est la Mariko Yashida, l'épouse de Wolverine, qui en fait se promène en fait sur le mont Kirizaki et va à la rencontre en fait de tout un tas de personnages en essayant en fait d'éluder surtout un mystère qui se tapit dans les bois, dans les forêts qui sont au flanc de cette montagne, et ça va permettre de réinventer littéralement tous les personnages de l'univers, héros comme héroïnes, comme vilains et comme vilaines, avec aussi un style qui leur parfois même du côté de l'estampe, et tout ça c'est une mise en couleur qui est assez proche c'est de l'aquarelle, je dirais. Enfin voilà, c'est vraiment superbe graphiquement. Donc ils avaient déjà annoncé de toute façon une édition régulière qui serait
en grand format façon Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson, qui à mon sens juste elle vaut le coup en tant que tel, parce que c'est du plus grand format qui avec le papier permettra à mon avis de bien mettre en avant les planches de Peach Momoko. Mais ils ont voulu faire les choses en grand avec une édition collector qui est limitée à 500 exemplaires. Alors techniquement c'est la même taille. Par contre Panini va jouer un peu plus sur la fab, puisqu'il y aura un dos toilé sur l'album. Ils incluent aussi un portfolio avec des illustrations qui reprennent en fait les couvertures qui ont été faites pour cette mini-série, et le tout dans un fourreau cartonné machin. Donc c'est du collector, donc ça s'adresse à des collectionneurs, donc, et en plus c'est limité, donc il ne faut pas s'étonner du prix extrêmement prohibitif de 80 €. Mais pour les fans, je m'étonne quand même un petit peu, moi, du coup 80 €, je savais pas. Bah c'est marqué dans l'article. D'accord, ok, 80 €, très bien. C'est cher, non, ouais, c'est cher. Ah non, c'est très cher. Par contre, on est clairement sur du produit de collector, voilà, pour ceux qui veulent vraiment. Et je t'avoue que moi j'hésite là pour le coup, franchement, parce que voilà, un petit craquage de temps en temps, ça fait du bien. C'est comme les éditions, les tirages de tête des éditions I pour Shangri-La ou Adrasté, c'était très 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 cher aussi, tu vois, c'était plus que 80 €. Mais voilà, parfois moi je dis souvent, quand on aime on ne compte pas, et vu que je n'aime personne dans la vraie vie, mais j'aime des artistes, et bien du coup ça me c'est sympa ça. Oui, merci écoute, Arnaud. Non mais je n'ai personne à aimer, tu vois ce que je veux dire, donc je n'ai pas de sortie à faire en amoureux, Corentin, tu vois, donc je peux à la place acheter des collectors. Moi c'est rare qu'une sortie me coûte 80 €, mais donc pour un petit repas au restaurant quand même, un bon repas, ça peut aller même plus loin, hein. Moi, si tu veux, le problème que j'aurais avec cet album, qui effectivement, comme tu l'as dit, est magnifique, et toutes les qualités que tu as énumérées évidemment sont pas contestables, c'est effectivement un très beau projet qui fait en fait moins métissage avec le manga qu'avec, comme tu l'as dit, l'art de l'estampe japonaise, que vous avez déjà vu. Voilà, vous tapez estampe japonaise, vous avez l'image du squelette géant, vous avez des covers d'albums même qui reprennent cette esthétique-là, avec plein de trucs qu'on connaît bien, avec Okusai et tout. Et c'est plus en fait dans cette école d'art-là que ça se niche. Moi, c'est plus la répétition de l'environnement forestier et des effets de fumée ninja et tout, qui après, à la fin, du coup, une fois que t'as pris la nouveauté dans la tronche, ça reste pour moi assez statique en termes d'environnement, alors que justement sur la fin de l'album, où elle revient dans une sorte de présent contemporain, tout en ramenant pas à la fin de l'album non plus. Non, mais je raconte pas la fin de l'album, je dis que ça connecte avec le présent, on va dire. Et là, on voit un Japon justement plus moderne, et c'est plus ça qui m'intéresserait d'être exploré, quitte à refaire du Marvel ensuite, parce que là, elle refait un autre projet, elle continue après, mais qui est aussi dans le passé, tu vois, justement. Et moi, j'aimerais bien, tu vois, là, je te montre par exemple cette planche que je trouve très jolie, la façon qu'elle a de composer justement ces environnements urbains, ces lignes de fuite. Je verrais bien, voilà, des bastons à la Marvel moderne, c'est-à-dire dans un environnement, de grande urbain, densité, urbain. Voilà, j'essaie de pas répéter urbain, mais avec des gros monstres qui se tapent sur la gueule, ça me plairait davantage. Mais je suis pas forcément, du coup, moi, un énorme aficionados du Japon féodal et mythique. J'ai lu plein de mangas de samouraï, j'ai vu plein de films de samouraï. Donc voilà, moi, en tout cas, je sais que je mettrais pas 80 € là-dedans. L'acheter pour le posséder, en tout cas en album classique ou en grand format, pourquoi pas. Mais c'est très bien, effectivement, parce que c'est un des rares projets qui va chercher à faire un peu du black label chez Marvel, on va dire. C'est ça, ouais. Comme Beta Ray Bill, comme tu l'as dit, effectivement, ou comme le Carrie Andrews. Et encore, Beta Ray Bill est vachement plus intégré à la continuité que Diamond Days. Hein. Oui, mais tu vois, c'est les artistes un peu. C'est les vrais Stormbreakers, tu vois, parce qu'ils disent Stormbreakers pour des artistes qui sont en fait des gens qui. Après, Peach, elle a été dedans, hein, je crois. Elle a été dedans, autant pour moi. Peut-être pas cette année, mais avant, oui. Mais tu vois, les Andrews, les Momoko, les Warren Johnson, justement, ont plus un côté casser nos habitudes de style dans les comics pour faire des œuvres très personnelles en plus, et souvent qui vont prendre une vraie part d'autonomie, parce que même si Beta Ray Bill est en continuité, on peut très bien lire la saga de Thor de Aaron et de Donny Cates ensuite sans se passer par là. De la même façon, voilà, moi j'attends un peu de voir ce qu'il va faire avec le Iron Samurai, l'espèce de remake de Civil War, qui là effectivement le côté armure fantôme et remake de Civil War m'intéresse déjà un peu plus. Et j'espère que ça va se développer pour former un univers commun, tu vois, quitte même à aller prendre d'autres artistes japonais ou japonaises qui auraient de quoi compléter, parce qu'il y a aussi des artistes japonais fans de comics et qui voudraient travailler aux États-Unis. Donc voilà, en tout cas, sans forcément vous conseiller moi cette version ultra collector, je pense trouvera preneur avec ou sans mon assentiment. Oui, non. De au moins aller jeter un œil au titre, qui est effectivement assez agréable à l'œil, quoi. Ouais, et puis même 500 exemplaires au final, ça a beau être limité, je suis même pas sûr que ça réussisse à partir, parce que c'est quand même un tarot qui, à mon avis, va mettre un frein à pas mal de gens d'un point de vue psychologique, quoi. Faut vraiment... c'est ce qu'on se dit de plus en plus. On en a déjà parlé quand on avait fait le spécial Panini pour les annonces de l'été, où le marché se segmente de plus en plus. Là, on va faire après
enfin, je sais pas quand ça sortira, mais on va parler du dernier Alex Ross, qui pour le coup est tiré à un prix assez bas. Il y a de plus en plus chez Panini les offres découvertes sont très très basses, et à côté de ça, il rattrape aussi le reste du marché qui fait de plus en plus du très gros, soit en termes de pages, soit en termes de qualité, soit en termes d'objets. Voilà, encore une fois, les Urban Limited, encore une fois, voilà, les gros classiques Panini. Oui, c'est ça, c'est qu'on a, en fait, on a un peu presque, après, les Urban Limited sont vraiment très gros, sont encore plus gros, tu vois, avec plus de fab encore. Mais voilà, et on l'a déjà dit pour ces formats-là, c'est pour du marché de collectionneurs, de gens qui ont les moyens et qui ont l'envie de se le faire. Donc bien entendu, par contre, moi clairement, c'est la version normale, je la recommanderais sans sourciller, et plutôt deux fois qu'une. Est-ce qu'on fait pareil, Corentin, avec le deuxième tome d'Adventure Man de Matt Fraction et Terry Dodson, qui est sorti chez Glénat, alors plus sous label des Glénat Comics, puisque Glénat Comics ça n'existe plus en tant que tel. Maintenant c'est plutôt du Glénat hors collection en fait, qui nous parvient. On sait qu'il y a quand même quelques titres venus des États-Unis ou fait par des auteurs et des autrices qui bossent pour les États-Unis qui arriveront, notamment donc Adventure Man qui avait été démarré, The Old Guard, on imagine que la mini-série anthologique arrivera avec la sortie du second film sur Netflix, on l'espère en tout cas pour ceux qui ont acheté les 2 premiers tomes. Il y a aussi le Sweet Paprika de Mirka Andolfo qui était prévu à la base pour cet été mais qui a été décalé en fait au début d'année prochaine. Noir et rose, c'est ça? Ouais, c'est ça, noir et blanc et un peu rose et tout ça. Et donc Adventure Man, le tome 2 est sorti à l'heure où on enregistre ce podcast. Alors c'est vrai que c'est plus difficile d'identifier les sorties quand on voit moins les choses identifiées par un label qui n'existe plus. Mais voilà, Corentin, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu de quoi ça parlait? Adventure Man, c'est l'histoire d'une maman bibliothécaire. Je crois qu'elle est veuve, il me semble. En tout cas, elle est ou mère célibataire. Voilà, le père n'est plus dans l'équation, en tout cas. Donc il y a un jeune fils qui s'appelle Tommy. Elle souffre de surdité. C'était l'une des originalités de l'album. Et c'est un projet qui va tirer un peu sur toute l'école America's Best Comics et Tom Strong en particulier, pour mélanger réalité et fiction avec l'idée qu'il y a un monde en fait fictionnel dirigé par un héros inspiré par Doc Savage, inspiré par furtivement Flash Gordon et toutes ces périodes-là, le Shadow, enfin tout ce que vous connaissez tous les héros pulp. Voilà, les héros pulp pré-super-héros qui en fait va se matérialiser dans le présent parce que la bibliothécaire va recevoir un bouquin qui va connecter à une sorte de plan de connexion de réalité. Bon, c'est compliqué d'en dire plus sans aller plus loin, évidemment. Donc, c'est Fraction qui revient vraiment à un style d'écriture beaucoup plus conventionnel par rapport à ce qu'il a fait pendant quelques années avec l'écriture méta sur Sex Criminals, l'écriture labyrinthe à la fois sur Jimmy Olsen et sur November. Et Terry Dodson au dessin, qui était d'ailleurs récent de passage à Paris pour signer, entre autres, Adventure Man. Donc, Terry Dodson, pareil, un lointain cousin de Adam Hughes au niveau du trait et qui fait, pareil, voilà, vraiment un peu ce qu'avait fait... Alors, qui c'était qui a fait Tom Strong? Du coup, c'était Chris quelque chose. Oui. Chris Goose? Non. Peut-être, je sais plus, mais vous vérifiez. Chris Wild Goose, non? C'est pas ça? Non, je sais plus. Mais peu importe, c'est pas grave. Mais donc voilà, c'est un projet effectivement de Image Comics, parce que maintenant, Fraction est vraiment très installé chez Image. Le premier volume, du coup, c'était les 4 premiers numéros, je crois. Donc là, on a 5 à 9, donc toujours, voilà, en l'occurrence, ça fait 5 numéros. Voilà, on en a déjà parlé, je pense, quand on avait fait Chris Sprouse, bravo. Quand on avait fait le Back Issues VO, je crois qu'on avait déjà dû en parler à une époque. VF, on avait parlé du premier tome. Voilà, bon, très bien. Donc moi, je vais pas répéter ce que j'avais déjà dit à l'époque. Je préfère le Fraction plus le Labyrinthe. Celui-là, si vous avez loupé effectivement Tom Strong, si vous avez loupé la Ligue d'Enchantment Extraordinaire ou plein d'autres BD, si vous avez loupé Mundus ou si vous avez loupé toutes ces BD qui parlent justement d'écriture méta dans la fiction, ça peut être un truc intéressant. En tout cas, les gros fans de Dodson qui sont quand même assez parce qu'il est en forme pour le coup. Ah oui, tout Dodson, à fait. Dodson, de toute façon, il est de meilleur en mieux en vieillissant, j'ai l'impression, même qu'il se débarrasse un peu de son côté un peu lubrique à la Adam Hughes qu'il pouvait avoir à une certaine époque. Vu que Hughes ne produit plus rien en plus, il est un peu tout seul maintenant. Et que oui, c'est un très bel univers avec justement des architectures qui font très les cités à la Fritz Lang avec des immenses bâtiments, l'art déco et tout, qui sont c'est plutôt un bon projet, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas le truc le plus renversant de Matt Fraction au scénario. Par contre, c'est vrai, faut reconnaître que c'est joli. Puis pareil, ça sort aussi dans un album qui est un peu assez grand par rapport au standard du comics habituel. Donc quelque chose qui peut mériter votre attention. Voilà, on vous dit pas de vous jeter dessus, mais si vous avez la curiosité et le porte-monnaie, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Autre sortie qui arrive. Par contre, qui n'est pas encore disponible mais qui arrivera au mois de novembre prochain, on en a déjà parlé, on va juste le redire parce que maintenant on a une date plus précise et que ça sera quand même un des grands moments importants, je pense, de cette fin d'année pour le comics en France. C'est The Last Ronin chez iComics, donc qui nous est daté au 16 novembre 2022.
Ouais, ce qu'il y a besoin de rappeler un peu, ou on a déjà assez parlé. Je sais pas. Si jamais il y a des gens qui découvriraient le podcast aujourd'hui dans ce format-là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, qu'on sache s'il y a encore des gens qui nous découvrent ou si on parle toujours aux mêmes personnes depuis 2 ans. Mais oui, petit topo. Voilà, donc là, en fait, c'est iComics qui va devoir se battre pour attribuer le verbatim. C'est le Dark Knight Returns des Tortues Ninja à toutes les milliards de personnes qui l'ont dit, que ce soit aux États-Unis ou en France. Parce que oui, effectivement, c'est bien le Dark Knight Returns des Tortues Ninja et c'est totalement assumé. On se rappelle, les Tortues Ninja, c'est bien d'ailleurs, ça me fait réviser un peu. Les Tortues Ninja qui au départ partent d'une sorte de spoof ou de coup d'épaule, on va dire, à Daredevil de Frank Miller. Puisqu'au départ, les Daredevil, c'est qu'il sauve une vieille dans la rue, il se prend un isotope dans la gueule qui le rend aveugle et qui lui donne des pouvoirs, enfin, qui augmente tous ses sens et compagnie. Là, dans la première scène de Tortue Ninja, en fait, l'isotope, du coup, rate Matt Murdock et tombe dans les égouts et donc fait muter les tortues et le rat, créant les super guerriers qu'on connaît. Et après, on te rajoute l'origine du rat, qui était le rat d'un maître de ninja, Japon, féodal. Bref, féodal non moderne, mais féodal quand même avec des codes féodaux. Et donc, ça vous explique un petit peu que Kevin Eastman et Peter Laird ont toujours été des gros fans de Frank Miller. Ça a vraiment influencé leur écriture. Maître Splinter parce que Maître Stick, voilà, le clan du foot parce que le clan de la main, enfin de hand. Donc il y a toujours eu un jeu de connexion entre les deux. Ils expliquent aussi que Kirby était une ressource d'inspiration, mais c'est vrai que quand Miller est arrivé, a mis le coup de pied dans la fourmilière qu'on connaît par rapport justement à l'imagerie ninja en comics, par rapport à ce côté noir, urbain, etc. Eux avaient dans l'idée de faire du coup une réponse au Dark Knight Returns. Dès la fin des années 80, ils avaient griffonné un synopsis, ils se disaient oui, c'est assez logique, on pourrait imaginer l'oméga de cet univers où une tortue solitaire va s'en prendre au Shredder ou bien un héritier du Shredder ou un Shredder robot, ce que vous voulez. Le projet s'est pas fait à l'époque. Ensuite ont eu lieu les dissensions, ou plutôt l'éloignement qu'on connaît entre Eastman et Laird. Eastman qui est vraiment resté le capitaine du navire Tortue Ninja pendant que Laird du coup faisait des trucs un peu de son côté. Quand IDW est arrivé, a repris la licence en 2010, 11, 12, par là, 12, ça fait 10 ans là, oui, 12. Avec Tom Valls à l'écriture et Kevin Eastman aussi, la supervision. Ils ont fait donc leurs 100 numéros et puis après, Valls a quitté le projet pour laisser les rênes à Sophie Campbell qui a récupéré l'écriture totale jusqu'au crossover récent Armageddon Time. À côté de ça, donc Tom Waltz qui reste l'architecte principal des Tortues Ninja est probablement le plus grand scénariste, en tout cas en termes de volume, parce qu'il a quand même fait 100 numéros. Enfin, en tout cas, il a fait plus de numéros que tous les autres scénaristes d'avant. S'était dit que ce serait pas une mauvaise idée de raviver ce synopsis de l'époque, et avec Eastman a fomenté un premier numéro qui était illustré par Eastman à ce moment-là. Donc on avait toute l'ambiance Tortue Ninja version DKR, on avait vraiment même des planches qui rendaient très ouvertement hommage au style de Miller avec les semelles de Godas et tout, le dynamisme, voilà. Des trucs en contre-plongée. C'est ça, voilà, le fameux coup de pied à la Miller. Que tout le monde, d'ailleurs, à qui tout le monde a rendu hommage. Je me souviens qu'il y avait c'était Andy Kubert, Adam Kubert, quand il avait fait le Tom Taylor, The Dark Knight the Detective, je crois, où justement c'est pareil, t'avais deuxième, troisième planche, t'avais la semelle de Godas à la Miller, donc bizarrement non, c'est ridicule, mais les ricains ils adorent. Donc voilà, le numéro 1 est sorti et il a fait un carton. Il a fait vraiment un tabac, il s'est vendu par palette, et IDW a dû se dire, donc ok, là on tient vraiment un truc, il va falloir qu'on fasse durer ça un peu plus longtemps. Et donc, du coup, Eastman n'est plus sur les numéros suivants, pas totalement, il fait les breakdowns. Et d'autres artistes, je crois que c'était Osaou qui le remplaçait. Donc ça change un peu la variété graphique, mais du coup ça fait une histoire qui est plus complète, qui est plus ronde, parce qu'a priori l'idée c'était vraiment juste un truc assez fataliste et un peu totalitaire pour terminer l'histoire des tortues dans le futur. Et en définitive, le résultat final, bon, non seulement est un gros succès d'édition aux États-Unis, mais aussi un truc finalement qui célèbre plus l'idée des tortues en tant que personnage séculaire que ce qui aurait probablement dû arriver à l'époque s'ils avaient vraiment suivi la feuille de route de Miller avec un truc plus désespéré et tout. Donc évidemment, voilà, on attendait la sortie. Au départ, ça devait être octobre en France, en tout cas c'est ce qu'ils avaient dit l'année dernière. Novembre, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Il a choisi, comme tu l'avais prévu, la couverture de Santoluco. Je suis très triste parce que j'aime beaucoup le style de Kevin Eastman. Moi, ce petit style minimaliste à la Kirby, la Kirby un peu punk, ça m'a toujours plu. Donc ça sort, j'imagine qu'il y aura pareil des bonus dedans. Enfin, j'ai pas le détail de l'édition. Oui, c'est une édition. Après, on sait qu'elle est un peu plus chère parce que voilà, ils ont voulu se faire un peu plus. Voilà, ils prennent l'exemple. Tout le monde commence à prendre exemple petit à petit de 404 Comics aussi sur l'exemplarité de cet éditeur sur le son apporté à la fabrication, alors qu'il y a l'avantage, vu que c'est Editis derrière, de pouvoir aussi faire des prix qui sont pas trop élevés. iComics, c'est moins le cas, même si ça appartient aussi à un grand groupe, mais du coup, c'est
Tiens, un du coup qui est apparu par inadvertance, je m'en excuse. Personne n'avait remarqué. Ouais. Mais ce sera 29,90 quand même pour l'entièreté de la maxi-série. Et j'imagine qu'il y aura je sais pas, j'ai pas vu l'album en main, je sais pas, je me rappelle, il nous a pas forcément donné les détails, mais voilà, c'est de toute façon après ça reste un récit complet techniquement, même s'ils ont annoncé une suite préquelle, je me rappelle plus, ils ont annoncé une poursuite de cet univers, tu vois. Il y aura une extension de l'univers. Encore une fois, ça a beaucoup trop marché pour être laissé en jachère. Donc évidemment, il va y avoir The Lost Tears, je crois, qui serait une sorte de préquelle qui fait le pont. Et là, en l'occurrence, j'imagine que ça va être assez sanglant parce que pour pas vous cacher, il reste pas beaucoup de tortues au début de The Last Ronin, donc on va probablement avoir beaucoup de cadavres dans le tas. Et juste pour le premier numéro de la série, c'est quand même selon IDW Publishing, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est quand même 840 000 exemplaires. Donc c'est commandé par les comic shops, peut-être pas vendu. Après ils avaient fait aussi ça reste énorme quand même. Après ils ont mis la blinde de variantes aussi, mais effectivement même quand tu mets la blinde de variante, t'es pas assuré d'avoir 840 000 exemplaires qui sont commandés par les comic shops. C'est ça. Et donc pour finir, c'est bien Eastman Waltz, Esau ensuite et Isaac Escorza qui font les numéros en relais, on va dire, mais ça reste les breakdowns de Eastman, puisque les découpages de Eastman qui fait les brouillons avant qu'on passe dessus. Donc un gros succès d'édition aux États-Unis. On espère que ça va faire du bien à la licence Tortue en France. Ouais. Parce que c'est très perméable. En l'occurrence, vous pouvez très bien ne jamais avoir lu le volume de Tom Waltz, ni même ne jamais avoir lu de Tortue Ninja en fait, on va pas se mentir, et aller dedans si vous avez un kink millerien comme nous tous, j'imagine, qui a lu le DKR sans espérer le voir adapté à toutes les sauces. Tu vois, j'aimerais bien un DKR des Power Rangers par exemple, ce serait un plaisir perso. Et là effectivement, comme ça a toujours été des héritiers indirects ou même très assumés de Frank Miller, l'idée d'avoir enfin la réponse au chef-d'œuvre, quelque part c'est un côté un peu magique quoi. Donc voilà, on en reparlera quand ça sortira en VF dans les Back Issues. Yes, sachant qu'on avait déjà fait, si vous regardez dans nos Back Issues VO, on en avait parlé du premier numéro en disant que c'était une review. Une review sur comicsblog.fr, j'avais écrit un papier à l'époque, je crois. Tout à fait. Qui disait en fait, c'est DKR version Tortue Ninja, et c'était la fin de la critique. C'est ça. Une phrase, point. Visionnaire. Visionnaire comme Jaja. Très bien, Corentin. Allez, on continue du côté des annonces. On voit un peu plus dans le futur, puisque nous sommes visionnaires. Mais non, c'est juste que nous avons accès au programme de publication de certains éditeurs. Et donc, on peut vous reparler de la sortie, parmi toutes les sorties qui arrivent en début d'année prochaine chez Delcourt pour la partie comics. On vous avait déjà dit que Not All Robots avait été annoncé, donc ça, on avait déjà la date, c'est le 25 janvier 2023. Par contre, on savait aussi depuis le festival d'Angoulême de cette année que Delcourt avait signé un partenariat d'exclusivité pour les publications Comixology Originals. Si vous avez écouté le podcast qu'on avait fait avec Chip Masher, vous l'avez eu en quasi-exclusivité française du moins. Et donc, parmi les titres Comixology Originals, Delcourt va continuer de proposer les créations de Scott Snyder, qui a quand même signé un deal avec eux là aux États-Unis pour faire 8 ongoing. Tout à fait. La plupart d'ailleurs ont commencé à démarrer. Oui, quasiment toutes, presque toutes. Ce qui me rappelle que Chain, par contre, on n'en a plus jamais entendu parler. Tu sais, le truc avec Ariel Cristantina. Ah oui, c'est vrai. Le truc sur la food chef à la chaîne alimentaire, c'est trop bizarre que après il a quand même eu du beau monde, donc puis tu peux pas être partout à la fois oui mais c'est bizarre. J'espère que la dessinatrice va bien. En tout cas, le premier titre qui arrivera donc de ce partenariat entre Delcourt et Comixology Originals, c'est la VF de We Have Demons de Scott Snyder et Greg Capullo. En français, ça s'appellera Démon. Et c'est donc en fait c'était publié en version numérique, et en fait après ça a été édité chez Image avec trois single issues qui seront donc qui font quand même un pavé de plus de 150 pages, qui sera donc proposé en VF en janvier 2023. Et alors, de quoi ça parle, Corentin? Oh là, de quoi ça parle? Ça parle de équipe, métal. De métal. Il y a un peu une énergie Darknet Metal, c'est sûr. Il y a des métaux, il y a deux métaux purs. Il y a le métaux pur de la lumière et le métaux pur des ténèbres quand même. Et qui, au contact des gens, activent les démons, justement, que chacun a en soi, les transforme en démons. Parce que we have demons. Parce qu'on est tous un petit peu démoniaques, Corentin. C'est ça. On se rappelle quand même de ce que tu fais tous les soirs de clair de lune dans ton jardin avec le chat. Tu parles, et c'est pas très propre. Les chèvres? Mais les chèvres, je les achète. Je dois bouffer des chèvres dans mon jardin si je veux. C'est un peu dégoûtant.
Mais non, c'est bon. En plus, ça fortifie. Donc, tu devrais essayer. On t'invitera le prochain coup avec le chat. Donc, pour résumer, voilà. Donc, ça, c'est effectivement le synopsis Alpha Snyder, on va dire, en mode, oui, voilà, des énergies positives, négatives et tout. Voilà, c'est très classique. On a déjà vu ça à 10 fois. Et au contact de la série, on suit, en fait, une équipe de héros avec des costumes blancs, un peu à la Fantastic Four. On t'explique qu'ils sont plus ou moins des chevaliers, voilà, des croisades et tout. C'est un ordre secret antédiluvien qui est là pour protéger l'humanité des génial. Voilà, donc là, on avait parlé de Mark Millar avec les Lamentins, générateur automatique de scénario. Je pense qu'en fait, Snyder, c'est encore plus simple que ça. C'est il ouvre un comics des années 90, il prend une idée, il en ouvre un deuxième, il prend une autre idée, il les secoue un peu, il les jette et il fait tiens, original. Et là, effectivement, voilà, ça s'adresse très clairement à la génération de Nick Cates, on va dire, la génération justement de ces grands amoureux des comics Topco. Oui, enfin, et à tous ceux. De toute façon, il y a une forme de revival aussi dans l'indépendant depuis une bonne année, voire un peu plus. Sans déconner. Des comics un peu clairement période Image Studios des débuts, Extreme Studios et tout ça. Mais pas que, mais tout en fait. Quand tu vois les comics de J. Scott Campbell, on avait parlé, tu sais, de la nana qui a une bombe là, Bouti Pouti Pau Pau, je crois. Non, mais ça c'est le truc de Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Mais t'as vu le premier numéro? C'est un scandale. Non, je sais pas. Il y a pas de dessin. Il y a quasiment pas de dessin, c'est quasiment que des bulles de narration avec des petits dessins de gâteaux et de machin truc, c'est nul à chier. Après c'est un peu connu que c'est des faits. Et ils ont sorti un numéro en avril et ils ont rien sorti depuis. Non, c'est horrible. Ouais. Mais bref, ça pour dire que voilà, ça c'est pareil, le côté un peu lubrique, violent, démon, apocalypse. Oui, mais particulièrement à la fois, j'allais dire avec Scott Snyder, avec Undiscovered Country, avec Noctera carrément. Ah mais Noctera, oui, tu vois, on dirait qu'on l'a pris du passé, Noctera. Hein. Et donc aussi avec Démon et quelque part Scott Snyder qui fait ça, Greg Capullo qui est aussi un dessinateur qui a fait ses débuts de carrière avec Spawn, oui, tout à fait. Et ensuite qui a rejoint Snyder sur Batman. Là il est quand même plus dans le Sylvestri en plus. Hein. Ouais, mais ce que je voulais dire, pardon, c'est par rapport à la logique éditoriale de Delcourt et par rapport aux envies de Thierry Mornet, donc qui est le directeur de collection, où il y a une affinité logique en fait à vouloir proposer ces titres en se disant ça va plaire à ceux qui achètent Spawn depuis des années, parce que c'est complètement, et voilà, avec les rééditions aussi en intégrale de Fathom et de Soulfire de Michael Turner, on est complètement en fait voilà dans cette forme de grande nostalgie des années 90 qui touche à la fois les comics mainstream comme les comics indépendants. Après, si vous êtes fan de Witchblade et de genre de The Darkness et tout ça, il y a des chances que Démon vous plaise. Je suis qu'à moitié d'accord. Effectivement, moi je suis fan de The Darkness par exemple. Moi aussi, j'aime beaucoup The Darkness. Moi j'aime beaucoup Witchblade aussi. Et précisément parce que The Darkness c'est pas un comics écrit par un dessinateur qui voulait juste refaire ce qu'il faisait chez Marvel, mais avec ses personnages à lui. C'est un comics de oui Arnaud, j'ai compris. Je vais pas poucave là les blagues affreuses que tu fais parce que tu vois je tiens à ta réputation parce que sinon après moi je suis un paquet de réputation. Mais honnêtement grandi. Donc The Darkness effectivement c'est Garth Ennis, tu vois, encore une fois Spawn, il y a eu du Alan Moore, il y a même eu du Bendis, tu vois, je veux dire les années 90 en fait, je crois que même que les scénaristes qui travaillent sur ces projets ont une idée tronquée de ce que c'était, c'est qu'ils se disent tous ah ouais tiens je suis nostalgique, je vais refaire du débile à l'ancienne. Mais il n'y avait pas que du débile à l'époque en fait, c'est pas vrai, tu vois. Et moi précisément il y en avait beaucoup. J'ai lu We Have Demons. Je pense sur le plan écriture, je vais être très franc. Noctera c'est beaucoup mieux écrit que We Have Demons. Au niveau du passage de l'évolution des personnages, au niveau des événements qui sont tramés dedans, c'est vraiment un aller et retour. Hein, avec après, Scott Snyder a un problème, mais je pense que Scott Snyder, enfin, je sais pas si c'est le cas vraiment, mais parce qu'on m'a toujours dit quand même pour certaines discussions que j'avais eues avec des gens qui ont bossé avec lui de près ou de loin ou qui le suivent un peu, c'est qu'il a quand même un problème par rapport à l'écriture, c'est qu'il y a les éditeurs, enfin, il veut pas être édité en fait, tu vois, c'est qu'il a a priori une façon de fonctionner où il a pas trop envie d'entendre les retours d'un éditeur, et c'est pour ça justement le problème, c'est pour ça que ces scripts sont boursouflés, c'est pour ça que ça part dans tous les sens et que ça parfois c'est à la limite de l'indigeste, mais parce qu'en fait soit il refuse en fait les retours de son éditeur, soit en fait il en a pas, c'est-à-dire que celui qui gère ses projets fait pas trop son taf en fait et se dit de toute façon c'est Snyder, il vend, oui, c'est ça. Parce que peut-être, mais aussi parce qu'on a un regard aussi et une approche différente sûrement culturellement parlant du lectorat américain par rapport à ceux qui kiffent ça, tu vois. Peut-être que il y a encore aux États-Unis beaucoup de lecteurs justement fans, et c'est leur droit, de cette époque débile des années 90 on va dire, et qui voient juste les couvertures, ils voient voilà des démons,
ils voient des chaînes, voilà, ils voient des nanas avec des costumes moulants. Voilà. Donc, elles sont pas exagérément sexy, hein, c'est juste des costumes moulants. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ils regardent le truc, ça leur parle. D'un coup, il y a l'adolescent qui est en eux qui se réveille, qui prend le contrôle, et ben ils vont dans le comic shop, ils demandent bonjour, je voudrais le numéro de Demon s'il vous plaît, et 3 chewing-gums aussi, merci monsieur. Est-ce que vous voudrez les cartes Pokémon? Et voilà, et puis après. Ouais, les cartes Pokémon c'était bien. L'arnaque, s'il vous plaît. Magic c'était mieux. Et donc, et voilà, oui, c'est comme ça que ça marche. C'était mieux. Mais bref. Non, mais ça, je suis d'accord, et je pense sincèrement d'ailleurs que les gens qui sont fans de cette école de dessin, là, ils en ont pour leur argent. Alors, c'est très pauvre au niveau des environnements. Vraiment, au Demon, c'est de la jungle. Hein. Il y a des arbres, des prairies, des rochers. C'est pas aussi généreux, justement, que pouvait l'être The Darkness ou Spawn en termes d'iconographie urbaine ou quoi. Ou que Jean-Marc. Pas que là, je m'écoute parler depuis tout à l'heure, je suis pas obsédé par la ville. Hein. C'est juste que là, en l'occurrence, je trouve ça un peu plat. Corentin, c'est son nouveau king qui fait « Oh, moi, je veux que des bandes dessinées dans des environnements urbains, sinon je m'ennuie. » Mais de la même façon, tu vois, il y a une utilisation des éclairages qui est assez astucieuse parce qu'il y a beaucoup de lumière et de jeux de lumière sur une palette chromatique. Je sais pas qui colorise, mais c'est pas FC au Plat Sensia pour le coup, c'était bien colorisé parce qu'il y a vraiment des thèmes en fait par rapport à l'utilisation des couleurs qui sont signifiants, donc il y a du sens dans une BD de Scott Snyder, ce qui est quand même assez rare. Là pareil, je ne suis pas un hater, j'ai adoré Scott Snyder à une époque, je continue de l'adorer à part endroit, mais comme tu dis, je pense qu'il a un problème de canalisation de ses idées en fait. Pas au sens où ça va vers les égouts à chaque fois, mais au sens où c'est pas canalisé. Et donc là, voilà. De toute façon, vous savez notre avis, enfin, vous connaissez notre avis sur cette mode des années 90. Moi, je la trouve effectivement très opportuniste, et dans le tas, je sauve quand même assez peu de projets. J'ai l'impression comme la mode des années 80, dont on avait parlé pendant le podcast Paper Girls, c'est un courant artistique consumériste qui est apparu parce qu'effectivement, il y a un marché à occuper. Dans le tas, voilà, il y a Spawn qui reste fidèle à lui-même, et là, en l'occurrence, il n'a rien inventé. Enfin, il a tout inventé, donc il n'a pas besoin de se réinventer pour coller à cette mode. Mais effectivement, oui, non, c'est pas là que j'attends Snyder. Il y a des projets très intéressants dans ce qu'il fait, justement, chez Comixology. On en parlera, voilà, le truc avec Francavilla, c'est bien. Le truc avec Manapool, c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est beau. Il essaie toujours d'avoir l'idée un peu high concept, un peu déclencheur, etc. Mais là, comme Noctera, effectivement, ça parle beaucoup moins à notre génération de lecteurs, je pense. Il faudrait voir ce que des gens de l'âge de Sigrist pourraient en penser, par exemple, parce que quand tu as découvert les comics avec ces codes-là, ils te paraissent effectivement beaucoup plus précieux. C'est les souvenirs d'enfance, tu vois. Comme moi, par exemple, pourquoi j'aime bien l'urbanisme, par exemple, parce que les films des années 90, c'était beaucoup ça, c'était la ville un peu crasseuse et tout, c'était Léon, 5e élément, enfin, il n'y avait pas que Luc Besson, hein, heureusement, mais c'était ce côté un petit peu, tu vois, les flics qui enquêtent, à la L'Arme Fatale, à la Bad Boys 1 et tout. Et moi, j'adore cette esthétique-là. Je peux même pas te le rationaliser. J'aime bien juste ça parce que j'ai grandi avec. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui sont un peu plus âgés que nous, qui vont trouver ça génial. Et effectivement, c'est du très bon Capullo. Si on aime ce Capullo-là, les démons, ils ont une gueule. C'est du bon hommage à Silvestri. Ouais, non, il y a des bons designs, c'est graphiquement, c'est abouti. Et donc, c'est un peu le pinacle de cette espèce d'école de dessin qui est, à une époque, justement, les morphologies n'étaient pas forcément aussi bien réussies. Après, je sais pas, parce que Capullo, ça dépend des projets, hein, parce que clairement, sur Death Metal, ça se voyait qu'ils s'en battaient un peu les couilles, que c'était trop boursouflé. Autant, effectivement, que ce soit tournant, mais même sur les premières planches, là, du Batman Spawn qui ont été montrées, il a l'air de se donner du mal, tu vois. Oui, pour lui, ça doit être capital, en plus, de rendre ça à l'époque. Là, moi, j'ai toujours du mal avec ses visages, tu vois, pareil, là, on reconnaît des Bruce Wayne, des fois, dans les pages. Ouais, bah, ça, c'est... mais Capullo, il a un vrai problème là-dessus, par contre. Ouais, et puis, c'est nez toujours retroussé, là, après, je sais que les nez, c'est pas le truc le plus évident à dessiner, pour m'intéresser un peu à la bande dessinée, voilà. Mais donc ouais, bref, vous voyez un petit peu comment vous positionnez par rapport à ça. Si vous êtes dans le fandom Image Comics des débuts, ça va vous parler. Si vous êtes amoureux de Scott Snyder, amoureuse, et que vous aimez tout ce qu'il fait, bah allez-y. Moi personnellement, j'aurais envie quand même de vous conseiller de le feuilleter au moins un petit peu avant, parce que je pense pas que ça va beaucoup vous enrichir si vous êtes en dehors des deux niches en question. Ok. Très bien, merci. C'est la fin de cette phrase. J'essaie de faire une vanne sur les niches, puis je me suis rappelé que j'avais promis que je ne ferais pas de vanne dans ce podcast. Donc, mais tu sais que tu vas pas tenir cette promesse quand même. Mais je crois que j'ai déjà pas tenu, je pense en fait. Déjà eu voilà. Tant pis. Hein. Gilles de la Tourette de la vanne. C'est ça. Allez, Corentin continue. Oui. Du côté de Urban Comics qui a commencé à faire ses annonces pour le début de l'année prochaine. Il y a pas mal de choses qui arrivent. On va pas tout vous détailler dans le détail 3 ou 4 fois, mais les titres importants à retenir quand même, parce que c'est des beaux titres. Dans la partie un petit peu mainstream, clairement, il y aura du Batman, puis du Batman, et du Batman encore. Mais c'est la fin du Batman, parce qu'après, il y a du Batman. Non, il y a de la Dark Crisis et il y a Rogues. Oui, je sais. Non, mais Dark Crisis, c'est un peu Batman quand même, tu vois. Enfin,
Oh, beau. Je fais des bruits bizarres avec ma bouche pour dire que je suis pas d'accord. Non, je rigole. Non, mais par contre, voilà, dans les titres intéressants, on est quand même le Batman Superman What's Finest de Mark Waid qui se déroule dans le passé, avec à l'époque où Dick Grayson est encore Robin, et qui voit en fait Superman perdre le contrôle de ses pouvoirs après avoir été infesté avec de la kryptonite rouge, infecté avec de la kryptonite rouge par Metallo. C'est Dan Mora au dessin, donc c'est quand même super beau. Ah, merde. Et en plus, c'est le côté. Non, franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. À côté, Dark Crisis on Infinite Earth avec un premier tome qui contient les 3 premiers numéros de la maxi-série principale et pas mal de tie-in et aussi les prologues et quand même le Justice League 75 qui est l'étape initiale de la chose, parce que c'est là où techniquement la Justice League meurt. Le numéro s'appelait Death of the Justice League. Meurt ou se fait annuler ou effacer par... On sait pas, on ne dit rien, on n'en sait rien. Corentin, commence pas, les gens ne sont pas au courant. On en a parlé dans plein de podcasts. Non. On dit même pas qui c'est? Non. Ah bon? Oh, merde. Non, on ne dit rien du tout. Si, c'est Paria. Démerdez-vous. Si, voilà. Mais si, on dit que c'est Paria. Voilà. Le Paria de la Crisis on Infinite Earth originelle qui essaye de restaurer l'ancien multivers pré-Crisis. Envoie-moi des ondes d'honneur de la quand c'était encore, tu vois, quand il y avait un multivers infini en fait. Voilà. Ce qui n'a aucun sens puisque techniquement après Dark Knight Death Metal, on avait stipulé qu'il existait un omniverse qui était un multivers de multivers. Tout simplement. Et qui en fait disait que techniquement tout existait déjà. Voilà. Donc en fait Paria c'est juste un gros bolos qui a pas compris que sûrement quelque part dans l'univers il y avait son multivers pré-continuité qui existe. Mais en plus c'est le cas puisque c'est techniquement, mais après on va pas demander non plus à faire trop d'efforts. C'est Joshua Williamson au scénario, c'est un vrai amoureux et un vrai nerd du DC, de l'univers DC, qui connaît sa Crisis, qui connaît vraiment son multivers sur le bout des doigts. Donc pour ceux qu'il a canonisé tout ce qui s'est fait depuis New 52, même ce qui n'était pas en canon, donc effectivement il s'est pour le coup il est vraiment bon, sauf Doomsday Clock. Parce que Geoff Johns qui continue à faire cette Johnserie de son côté. Mais voilà, pour les nerds vraiment de DC Comics, c'est très très cool. En plus, Daniel Sampere au dessin sur la série principale, c'est quand même du feu de Dieu. Il est très 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 fort. Moi j'aime bien pour l'instant. Non, ça sera plutôt c'est bien. 1000 fois plus digeste que les métalleries de Snyder. Vraiment, ça c'est le jour et la nuit. Franchement, je suis désolé. Autre titre, donc on disait, il y a aussi le Rogues, justement toujours de Williamson avec Leo Max au dessin, qui est un petit peu un récit crépusculaire sur justement les Lascars, ce groupe d'ennemis du Flash, puisque Joshua Williamson a écrit The Flash pendant la période Rebirth pendant 4 ans d'affilée. C'était 4. La différence, c'est que là, c'est bien écrit. La différence, c'est... Non, bah attends, 4 ans... T'imagines 4 ans en continu, c'est long, hein. Ah bah, il y a des scénaristes qui ont fait 10 ans, hein, tu sais, sur des personnages. C'était pas forcément... Dan Slott. Ouais, bah, c'était pas non plus bien tout le temps. C'était mieux que Nick Spencer. Oui, mais Nick Spencer, c'était 2 ans. C'était mieux que Zeb Wells. Mais Zeb Wells, il l'a pas fini. Bon, c'est déjà mieux que Zeb Wells. Oh là là. Enfin bref, ça pour dire donc, un Captain Cold à la retraite reprend du service et reforme les Lascars en allant chercher tous ses potes avec qui il s'est brouillé, mais pour faire le dernier casse, pour mettre fin à tous les casses, pour avoir du pognon et partir en retraite sur Billionaire Island, quelque part, voilà, pour s'offrir une retraite dorée. Et c'est bien, Corentin. Oui. C'est très très bien. C'est très très bien. Ils vont l'appeler Lascar en VF? Non, c'est pas le Rogues quand même. Bon. Merci Urban Comics. Oui, c'est vachement bien. Après, dans une fois, attention, verbatim, c'est le Dark Knight Returns des Rogues. Voilà, des Lascars. Les Lascars colorés. Les Lascars Returns. Les Lascars colorés reviennent. Voilà, ce sera le titre. Les Lascars colorés reviennent. Parce que c'est Dark Knight Returns. Je sais pas, les Rogues, ils ont plusieurs couleurs. Donc je me dis, non, c'est nul. Mais si, attends, il y a pas de couleur. Le bleu, le rouge, le doré. Pour Golden Glider, elle a un nom en VF. C'est pas des Power Rangers, bordel. Bah, plus ou moins quand même. Il y a une proximité. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont des blasters. Mais enfin. Donc ouais, non, c'est super bien et ça change vraiment. C'est impressionnant d'ailleurs de voir, parce que là du coup c'est 2 titres Williamson. L'écart qu'il y a entre les deux. Il l'avait dit, lui, parce que c'est un projet Black Label, il avait dit, je le considère vraiment comme un projet indé en fait, parce que même si ça reste des super-héros sous licence, il a full contrôle créatif. Ouais, c'est du récit de braquage, quoi. Tout à fait. Il y a un vrai propos social aussi, justement, par rapport à la réinsertion, au fait qu'une fois que tu rentres dans le système carcéral, bah, tu t'en sors jamais vraiment, même quand t'es libéré de prison, t'as un contrôleur judiciaire, t'arrives jamais à te faire engager, voilà. Tu vas jamais vraiment réussir à t'en sortir, et donc il reforme effectivement les Rogues pour aller braquer Gorilla City. Et évidemment, vous imaginez bien que braquer Gorilla City, quand on a juste un pistolet paralysant face au gorille télépathe énorme et tout puissant, ça va être compliqué. Donc c'est vraiment une super histoire. Moi j'étais assez étonné. Je ne pensais pas que Williamson pouvait écrire un truc comme ça, aussi noir, aussi
parce que c'est noir, hein, quand même, il y a des morts, c'est poignant et tout, ça prend un trip. C'est vraiment une super histoire et ça nous rappelle que le Black Label produit simplement le meilleur de DC Comics depuis maintenant plusieurs années. Mais je suis ravi que ça arrive en français. Après, pour donner un avis rapide, oui, Dark Crisis, c'est bien. Je n'ai pas lu le Batman de Mark Waid, enfin le Batman Superman de Mark Waid. J'avoue que Mark Waid m'ennuie un petit peu depuis quelques années. Ah, mais justement, je pense que t'es trop resté sur ces derniers trucs pas ouf. Et que, chez Marvel, il n'y avait pas non plus de quoi se taper le cul par terre. Bon, Secret History of Marvel, enfin, History of Marvel Universe, c'était bien, non? Ouais, c'était bien, mais c'était pas un récit. C'était une fiche Wikipédia très bien illustrée par Javier Rodriguez, mais oh là là, il y avait pas un propos. S'il y avait un propos sur l'évolution du style des comics Marvel, mais il y avait pas un. C'était pas deux personnages qui dialoguent, il y avait une aventure, tu vois. C'était pas. C'est quand même peu comparable avec Batman, Superman, World's Finest, avec Robin et machin, et la Kryptonite rouge et tout, tu vois. Enfin, mais peut-être que c'est très bien, je ne sais pas. Et surtout, il y a Grendel, tome 3, Arnaud Kikou. Le mec qui passe en force, tu vois, qui arrive tout bientôt chez Urban Comics, l'intégrale, donc le omnibus numéro 3 de l'intégrale Dark Horse. Une série qu'elle est bien, que vous devez de lire parce qu'il y a du Team Sale dedans. Et oui, il y a 2 arcs de Team Sale. Team Sale est un grand ami de Matt Wagner et il a du coup fait pas mal de quasiment toutes les covers que vous tapez sur Google. Si vous tapez Grendel cover, vous avez beaucoup en fait de Team Sale parce que il aimait bien le personnage. Il s'est investi dedans et donc là c'est les 2 grandes périodes avec on va dire la révolte religieuse et après la dictature fasciste qui amène le Grendel Khan, un passage super important pour la saga qui amène après le Grendel Prime. Lisez Grendel, c'est bien, ça vous rendra heureux et ça vous donnera de belles dents. Arnaud? Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi. Et on va donc pouvoir continuer les annonces. T'as lu Grendel, toi, justement? Complètement, comme Sandman, en fait. Sauf que j'ai vraiment lu Sandman. Corentin, on va continuer les annonces d'Urban parce qu'on a quand même quelques-unes. Non, je suis toujours en train. Bah oui, mais attends, il y a tellement de trucs à lire en attendant là. Grendel, c'est en janvier 2023. Hein, oui, tout concerne le début de 2023. C'est vraiment là les annonces de Urban là-dessus. Autre annonce, là par contre, peut-être que tu seras moins chaud, Corentin, que tu vas me le dire, puisqu'ils ont annoncé publier les one-shots Batman One Bad Day en format d'album simple. Donc le premier, ce sera le Batman One Bad Day consacré au Riddler de Tom King et Mitch Gerads, qui coûtera du coup 15 € pour 80 pages, quoi. Ouais, c'est rush, effectivement. Après, je sais pas pourquoi tu dis que je serais moins chaud à cause du prix, du coup, du rapport. Oui, je pense que là tu vas faire un petit commentaire en disant hey, c'est trop cher. Après, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de truc très court à ce genre de prix-là, parce qu'on se rappelle par exemple du Walking Dead de Marcos Martin chez Delcourt, qui était dans le même rapport de longueur prix. C'était un peu moins cher, c'était 13,50 € de mémoire. C'était beaucoup plus dispensable quand même. Enfin, c'est un vrai bon album, le Riddler de Mitch Gerads. Oui, mais alors il se passe beaucoup plus de choses dedans que dans le Marcos Martin. Ça, je veux bien l'entendre, clairement. Mais par rapport au prix du marché, vous n'avez pas rajouté un bonus au Marcos Martin justement pour l'épaissir un peu? Il n'y avait pas un truc sur Negan, je crois? Si, il y avait aussi une courte histoire, mais c'était en tiré à part. Ouais, ok. C'était en single issues qu'il l'avait mis à côté, mais effectivement, il y avait ça. My bad. Mais donc, du coup, et il y a déjà le tome 2, enfin Non, ils l'ont pas encore annoncé, en tout cas pas à l'heure où on enregistre. Peut-être qu'ils l'ont annoncé pendant qu'on enregistrait, mais pour l'instant, non. Mais en tout cas, on sait que les 8 one-shots dédiés à des super vilains de Batman vont sortir en album. Et bien sûr, on a qui disent du coup je vais attendre l'intégrale machin. Je sais pas si l'intégrale sortira. Ouais, en tout cas, c'est un mauvais calcul parce que si les albums séparés ne se vendent pas, il y aura pas d'intégrale. Une intégrale de 800 pages, je sais pas. Enfin, après ça, ouais. Articulons. Évidemment 80 €. Non, justement. 15 € c'est bien cher pour des albums comme ça. Après on peut payer dans ces eaux-là pour un album de franco-belge, tu vois qui oui, bien. Oui. Hein. Donc pour rappel, effectivement, après le double face, ce sera Tamaki et Javier Fernandez encore une fois, et c'est magnifique. Et le suivant, je crois, celui qui n'a pas encore été publié, c'est Jamie McKelvey et J. Willow Wilson sur Catwoman, qui a l'air incroyable. Aussi, ouais. Donc non, moi je trouve ça effectivement un peu, enfin pas donné, on va dire, mais par contre, pour l'instant, les 2 que j'ai lus sont vraiment très bien. C'est en plus des projets qui sont encore une fois dans une, alors je sais plus si c'est du Black Label officiellement, mais a priori ça reste dans les mêmes eaux, on va dire. C'est très libre créativement et surtout au niveau artistique. Je pense que c'est même un des plus beaux albums de Mitch Gerads avec Mr. Miracle, très honnêtement. C'est quand même très très beau ce qu'il a fait. C'est très Fincher, non? C'est très Fincher, l'utilisation des couleurs est assez magnifique et c'est un vrai propos sur le Riddler. Enfin, c'est une vraie narration sur le Riddler parce que ça utilise, tu sais, l'espèce de gaufrier à 9 cases que Tom King aime beaucoup. Ouais. Mais ça fait beaucoup de variations. Il y a une vraie enquête avec Jim Gordon et tout. Pareil pour Double Face,
peut-être pas très original dans ce que ça raconte. Par contre, graphiquement, c'est une putain de tuerie. Moi, c'est un projet que j'accueille avec enthousiasme parce que le format novella, je le connaissais pas forcément beaucoup en comics. Je trouve qu'il est bien utilisé pour l'instant, qu'il amène une petite variété qui est sympa. On n'a pas besoin de beaucoup de pages pour faire une grande histoire. On se rappelle que Killing Joke, c'est pas une énorme durée, et c'est super bien, tu vois. Enfin, moi, si le projet est bon, ça me dérange pas de payer 15 balles pour l'avoir. Tu vois, s'ils avaient fait, pour le coup, une intégrale, enfin, je veux dire, un truc très grand format avec dos toilets, marquage à chaud, numérotation, etc., à 40 €, là, j'aurais dit non. Faut pas déconner quand même, ça reste que 80 pages. Mais là, effectivement, dans cette liste-là, plutôt le Riddler, en l'occurrence, que le double face quand il sortira, qui est bien, mais encore une fois un peu moins original et qui est même plus un projet Batman en vérité. Je vous dirais quand même d'y aller parce que c'est vraiment très bien, quoi. Ouais. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. Très bien. Voilà, en tout cas, vous savez que ça sortira, mais c'est vrai que Tom Cage meets Garrett, c'est Mr. Miracle, c'est Sheriff of Babylon, c'est Strange Adventures aussi. Donc voilà, un duo créatif qui a quand même fait de très très bonnes BD. Donc on imagine que ceux qui sont déjà acquis à leur cause iront de toute façon au rendez-vous. Et pour terminer les annonces d'Urban, Corentin, c'est Urban Comics qui a dévoilé la seconde vague des titres Urban Nomad, donc leur collection de comics au format poche, qui évidemment ne tiennent pas dans votre poche, sauf si vous avez des baggies parce que vous avez encore 13 ans et que vous allez au collège en skateboard, et on ne juge pas, on est passé par là aussi, et il faut quand même se dire que c'était une belle époque. Mais donc, cette collection a été initiée à la fin de l'été 2022. Le but, justement, c'est un peu de venir remplacer ces fameuses collections à petit prix qu'on voit de façon ponctuelle pour avoir plutôt une collection qui s'inscrit sur la durée. Et non, rien à voir avec les macarons. Et celle-là, elle est pour toi, François. Je sais plus s'il nous écoute à force. Celle-là, je suis sûr qu'ils l'ont entendu. Il y a un détecteur de blagues la durée. Et, voilà, il a reçu une blague sur la durée, là. Ça, il te l'a dédicacé. Et donc, voilà, donc ça a commencé cet été et ça va venir en fait un peu tous les 5 mois. Il y aura une nouvelle vague de titres, sachant que chaque nouvelle vague doit apporter en fait la suite des séries qui ont été commencées à la vague précédente. Et en même temps, il y a son lot aussi de récits complets et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir surtout d'intéressant dans cette vague 2, sachant que le planning est un petit peu modifié par rapport à un visuel qui nous avait été présenté il y a quelques mois quand tout avait été annoncé. Donc, en fait, là, justement, ça a surtout été que c'est Why the Last Man de Brian Kevough et Pia Guerra qui rejoint cette série, aux côtés donc de Fable, de Transmétropolitane. Et donc, c'est cool pour ceux qui veulent lire du Vertigo, puisque justement c'est là que ça va permettre d'avoir des séries de long cours dans des formats très très accessibles. Puis à côté on va avoir d'autres titres beaucoup plus classiques, on va dire. Alors, on a quand même le V pour Vendetta aussi d'Alan Moore qui est plutôt sympathique. Je connais, ouais. Je pense, je sais pas ce que t'en penses. C'est pas mal. Fini le tour d'actu, après très bien ce que j'en pense. Et du côté DC Comics, donc on aura le premier tome de la série Justice League période New 52 de Geoff Johns et Jim Lee. Et on aura également le Joker de Brian Azzarello Libermero, le truc qui a déjà été édité littéralement 15 fois chez Urban, mais pourquoi pas. Le Batman Curse of the White Knight qui n'a été édité que 10 fois chez Urban Comics en 3 ans, donc c'est un peu moins. Et Superman Red Son de Mark Millar et Johnson et Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross, sachant que sur les 4 titres que je vous ai énoncés, on a 3 d'entre eux qui avaient justement déjà été intégrés dans l'offre petit prix de Urban, que ce soit entre les années 2020, 2021, 2022. Donc voilà, on est toujours sur des titres de toute façon qui ont été largement rentabilisés, en tout cas pour le DC qui ont été rentabilisés. Pour Vertigo peut-être un petit peu moins, mais justement c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de se dire que ça va permettre de mettre plus de Vertigo dans les mains des gens, vu que l'attractivité est là, parce que forcément c'est plus facile de dire je vais me faire 6 tomes par exemple à 7,90 plutôt que 6 tomes à 24 €, ce genre de choses là. J'ai pas les prix en tête forcément, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit tiens, peut-être que Sandman ça pourrait être pas mal là-dedans, mais bon, Sandman apparemment les ventes des albums intégrales ont bien profité de la série, mais tu peux dire que voilà, il y a pas mal de titres Vertigo qui mériteraient d'être publiés dans ce format-là, sachant que ça va forcément, il y aura pas d'inédits qui vont démarrer dans ce format-là. C'est du poche, donc le principe des poches c'est que ça vient en deuxième cycle après l'apparition d'un bouquin au format normal, donc faut pas espérer, en tout cas je ne crois pas. Dans l'intention, en tout cas, ce qui avait été présenté, c'est que c'était vraiment quelque chose pensé, surtout aussi même pour les déplacements un peu, pour voilà, justement, quand tu veux te les retransmettre, t'as ton petit bouquin qui tient dans le sac à défaut de la poche et qui est moins encombrant à transporter que si t'as vraiment les gros pavasses cartonnés à dos noir qui pèsent quand même 1,5 kg. Ouais.
Qu'en penses-tu de cette deuxième vague, Corentin? Dans le cas des récits complets d'essais classiques, on va dire, c'est comme tu l'as dit logique, puisque c'est des phénomènes d'édition, j'allais dire non. C'est des gros vendeurs ou des projets qui sont très faciles d'accès, qui sont systématiquement sortis de toute continuité, à l'exception de Curse, qui est la suite du premier White Knight. Kingdom Come, par exemple, tu vois, là, j'ai un sourcil qui se lève, regarde, hop, parce que quel intérêt d'avoir Alex Ross en petit format? C'est un débat qu'on aura d'ailleurs pour notre album. Quel intérêt d'avoir Alex Ross avec pas des grandes planches? C'est quand même l'un de ses plus beaux travaux. Alors certes, effectivement, il est perméable. Certes, c'est un gros vendeur déjà de base et depuis très longtemps, que ce soit à l'époque justement en DC classique ou même en France sur les éditions. Je crois que Semic l'avait déjà fait celui-là. Je sais pas, peut-être, ouais. Bref, voilà, c'est plutôt Panini d'ailleurs que Semic, ouais. Je dirais. Mais... C'est un classique, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas de souci. Curse, ça, je pense qu'à la limite, le style de Murphy qu'on pourrait rapprocher d'ailleurs un peu du manga, parce qu'il y a quand même les lignes de fuite, enfin les trames, il y a ce côté un peu quadrillé, qui effectivement pourrait passer. Oui, puis Sean Murphy est japonais, donc quelque plus, part, voilà. Oui, comme Akira Yoshida. Le Joker d'Azzarello et Bermero, pareil, tu vois Bermero en petit format, moi ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'il a déjà été fait parce que le petit prix, d'ailleurs je l'ai juste là-bas, tu vois, il y a marqué Joker sur le dos là, tu vois, celui qui est renversé. Oui. Il est moins grand que l'album normal déjà, donc il était déjà en moyen format. Donc là, il va être, oui, effectivement, en encore plus petit format. Moi, c'est plus, tu vois, je pense que après ce que tu vas me répondre, c'est que le format poche en littérature ne réfléchit pas à ce que ça a l'intérêt d'avoir des grosses lettres ou des petites lettres. Je te dirais que le format poche ne réfléchit pas à ce que c'est l'intérêt d'avoir des grandes lettres ou des petites lettres. Mais justement, c'est là qu'il y a la différence entre la littérature. J'ai anticipé ta réponse. Parce que la littérature, effectivement, c'est que du texte, donc qu'il soit écrit gros ou petit, au pire tu plisses les yeux. La BD, le facteur graphique, il faudrait peut-être réfléchir justement à faire en sorte que le format épouse davantage les prérequis que ça pourrait provoquer, entre guillemets, de lire en petite taille. Pia Guerra, par exemple, elle a un style de dessin qui est minimaliste. Tu ne lis pas Why the Last Man pour les dessins. Malgré tout l'amour que j'ai pour Madame Guerra, c'est plus le scénario qui t'embarque, le dessin est assez simpliste. Là, effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas le lire comme ça. David Lloyd, je me pose la question quand même. Parce que, moi c'est plus celui-là qui m'a interrogé, parce qu'en plus c'est très chargé déjà. Oui, et puis c'est un style peint quasiment sans contour. C'est compliqué déjà même à discerner sur certaines éditions parce que l'éclairage, l'usage de la lumière est très différent selon les travaux de colorisation qui ont été faits dessus. Pareil, c'est écrit petit, les dialogues et tout, il y a un lettrage qui est assez restreint. Après, ils ont commencé avec le Watchmen et tu te dis que si ça passe dans le Watchmen, ça passe sur tout le reste. Mais Watchmen, c'est un dessin classique en ligne claire. Après, c'est ce qu'on avait déjà dit pour la première vague. Ça s'annonce à des gens, en tout cas dans l'intention, qui ne connaissent pas la valeur forcément des planches et tout ça, et qui forcément s'en embarrassent moins en fait. Parce que oui, effectivement, Kingdom Come, pour moi, si ça se lit dans un autre format que l'artiste édition en hyper grand format qui fait la taille d'un mur, ça n'a pas trop d'intérêt en vrai. En fait, le vrai intérêt. En fait, Alex Ross, est-ce que c'est louer un musée pour mettre chaque planche. Mais Alex Ross, tu le lis en peinture murale, sinon c'est pas très intéressant. Taille Guernica, 2 mètres de haut, 4 mètres de large et tout. Donc oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Effectivement, j'ai peur que justement ce format qui est accessible financièrement permette à des gens d'aller vers des albums qui vont peut-être frustrer le lecteur qui aime le beau dessin parce que parce que le lecteur qui est pas frustré, qui est frustré par ça, il va à l'édition normale et puis voilà. Et il met le prix aussi pour un meilleur papier, pour du cartonné et pour un meilleur format. Ce que je te dis, c'est que je trouve ça dommage en fait, comme ça pourrait être dommage de faire, je ne sais pas moi, un GTA pour téléphone mobile, tu vois. Tu dis oui, bon. Mais ça a existé en plus. Ils ont adapté. C'est horrible ça. Mais non, ils ont adapté le GTA 3, ouais. Non, le Chinatown Wars qui était sur DS. Pareil, il a été fait pour le petit écran justement. Et ça, c'est un bon jeu d'ailleurs au demeurant. C'est trop bien. Je suis d'accord, mais c'est pas un monde ouvert gigantesque, tu vois. Enfin, quand tu fais un saut dans le vide dans GTA, t'as envie d'avoir ta grande télé pour faire genre, ouais, je suis immersif, je suis dedans, je suis immergé, je suis dedans et tout. Que là, bon, enfin bref. Est-ce que ce serait pas un peu le même débat sur le format pour lequel tu dois regarder un film? Parce qu'un film, c'est sur grand écran, c'est pas sur ton smartphone dans le métro. C'est un vrai débat, ça, pour le coup. Pour moi, il y a effectivement une valeur pas pour tous les films, même si là encore, on rentre dans une autre catégorie, parce qu'il y a des gens qui vont me dire qu'il y a des films qui sont faits pour le cinéma parce qu'ils sont impressionnants visuellement, etc. En fait, tous les films, l'intérêt du cinéma, c'est que tu fermes ta gueule, tu sors pas ton téléphone, tu vas pas pisser, tu vas pas au frigo, tu es toi-même avec le film dans le silence, dans le noir, etc.
Effectivement, dans le métro, c'est une expérience très différente. Déjà, il faut entendre le bruit de ton film avec le de deux, puis t'as toujours un gars qui a un temps t'emmerder, te demander de la thune. Puis les parasites sociaux là qui viennent te demander de la thune, alors que moi j'ai rien fait pour. Les craquettes, prends la 7, tu t'auras de toute façon un craquette qui va te venir t'emmerder à chaque fois. C'est sûr, j'ai de la chance, moi. Non, c'est plus. Moi je les ai. C'est plus le bruit dans la 7, moi qui me moi c'est plus. Ouais, mais c'est parce que moi je suis près de la nouvelle. Confrérie des craquettes de Paris, quoi. Bien sûr. À part de la Villette, je sais, c'est chaud. Voilà, donc c'était notre point de vue de droite. Non, mais il y a de la question. C'est pas une question d'être de droite ou de gauche. C'est chiant. Attends, t'as des mecs qui sentent littéralement le caca qui viennent te parler, c'est relou, quoi, quand t'as ça. Mais moi, au-delà de ça, genre le métro, c'est pas un espace pour regarder un film, c'est tout. Aussi, oui. Même si t'as une tablette, en plus on peut te la tirer. Donc bref, tout c'est un autre débat encore une fois. Pourquoi on va là-dedans? On s'en fout, c'est pas de ça qu'on parle. Mais à la limite, tu vois, c'est comme lire un comic sur ton téléphone. Moi qui suis pas partisan de la lecture numérique, je n'y arrive pas. Pour moi, il me faut justement une tablette. Sur un téléphone, c'est à part du webtoon, franchement. Il faut voir toute la page et pas avoir besoin de mettre comme ça à l'écran le JMMPP, tu vois, je me mets plus près pour réussir à lire les. Non, en plus j'ai très bons yeux en plus, je dis sur des chacun. Qu'est-ce que tu racontes, tu fais chier. C'est une lunette de repos que j'avais avant, on en a déjà parlé. Donc bref, tout ça pour dire que Fables, pareil, qui est pas une expérience graphique exceptionnelle, on peut se poser la question, oui, pourquoi pas. Je pense qu'on pourrait y perdre par rapport à la création de planches, tu sais, par rapport aux effets qui entourent les cases, qui est un truc qui fait beaucoup Fables. Arrête de manger ton micro. Transmettre, c'est pareil, il y a un côté héros dans la foule, tu vois, civilisation, fait un grand bâtiment et tout. Moi, à mon avis, il faudrait vraiment réfléchir à quel format serait le moins sacrifié en termes de dessin dans l'Urban Nomad. Red Son, ça me paraît cohérent. Red Son, c'est un dessin qui est un peu rond, qui est sympathique, qui est pas agressivement détaillé et tout. Azzarello, Bermero, ou Alex Ross, à mon avis, on y perd. Ouais. De toute façon, le reste, si ça met des comics dans les mains des gens, que c'est pas cher, tant mieux. Hein. C'est ça le but avoué de cette stratégie. Puis on verra bien d'ici janvier. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, quand les gens ils disent ouais, j'aimerais que ça paraisse plus vite et tout ça, que c'est vraiment des gens qui n'ont pas compris que c'est pas là pour remplacer les comics cartonnés normaux. Que c'est et je trouve que c'est délétère en fait par rapport à ce que c'est censé. Mais après, ces gens-là qui disent ça, je pense que c'est des gens qui justement sont déjà des gros lecteurs et qui voient juste en fait l'attrait tarif plutôt que dans le métro et qui regardent certainement les films dans le métro. Corentin, on va passer du côté de la VO. On a très peu de choses à dire du côté de la VO parce qu'il n'y a pas eu trop d'annonces. Peut-être que ça changera d'ici 10 jours, dans le prochain front page, puisqu'il y aura eu la New York Comic Con et que forcément d'ailleurs dites-le nous sur les réseaux sociaux, est-ce que vous voulez que je tente d'enregistrer des sortes de vlogs audio, des trucs tous les jours et que je vous les mette en ligne, je sais pas, je peux aller parler avec des ricains, leur dire alors vous kiffez la Comic Con, ça vous intéresse, peut-être que je peux essayer de me déterre pour faire ça, mais en attendant très peu de choses du côté de la VO. La guerre des distributeurs de comics continue avec Diamond qui continue d'être l'éternel perdant puisqu'ils viennent encore de voir un de leurs partenaires filer, puisque Dark Horse a annoncé qu'ils rejoignaient à leur tour Penguin Random House, qui devient à partir de juin 2023, qui va devenir en fait le nouveau distributeur majoritaire, parce que je pense que sur la distribution des single issues, ils vont tout simplement avoir plus de 50% en fait du marché en exclusivité de distribution. Moi j'avais vu notamment un retailer qui est super connu aux États-Unis parce qu'il est membre aussi de l'association Comics Pro, qui s'appelle Brian Higgins, je crois peut-être, et qui non, tu me retrouveras pas le nom parce que tu ne le suis pas, mais voilà, qui disait en fait, qui expliquait que effectivement ce changement-là en fait c'était naturel parce que il reproche en fait à Diamond d'avoir quand même toujours trop profité de son statut monopolistique en fait pendant 20 ans, alors qu'il y avait pas mal de choses à corriger et qu'ils ne l'ont pas fait parce que justement ils étaient assurés d'avoir le monopole. La crise de 2020 a tout fait basculer et maintenant les éditeurs forcément se tournent vers les services les plus adéquats, donc ça pose toujours un petit problème pour les retailers, les comic shops aux États-Unis, puisqu'ils doivent soit rechanger toute leur logistique pour commander directement chez Penguin, parce que sinon ils peuvent encore le faire dans le cas de Dark Horse avec Diamond, sauf qu'il y aura un frais supplémentaire puisque Diamond eux-mêmes doivent se fournir chez Penguin Random House. Donc voilà, c'est à la fin de se dire est-ce que Diamond va continuer à faire de la distribution de comics ou est-ce qu'ils vont se contenter ensuite juste des produits dérivés pour les boutiques spécialisées, parce que c'est un peu ce vers quoi on est en train de se tourner petit à petit. Hein.
Non pas que t'en aies quelque chose à foutre, parce qu'au final, ça ne nous concerne que de trop peu. On a carrément quelque chose à foutre. C'est encore une fois, comme on dit vraiment à chaque émission, c'est horrible parce que personne n'a l'air de se soucier de ce problème-là, que ce soit les instances dirigeantes aux États-Unis ou même, entre guillemets, les acteurs du marché eux-mêmes. Il y a une accélération vers l'oligopole qui fait que. Mais c'est ce qu'on avait avant aussi. Hein. Mais non, mais on le voit bien. Tu vois, là, on nous parle de l'annulation de la série Paper Girls, par exemple. Ils disent on va trouver un repreneur. Essaye de penser à la quantité de repreneurs qu'il y a aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait avant, depuis qu'ils se sont tous rachetés les uns les autres. Les bouquins, c'est pareil, c'est ce qu'avaient dit justement les syndicats libraires ou auteurs, je ne sais plus. Ils avaient dit moins tu auras d'acteurs sur le marché, moins tu auras en fait la capacité, quand tu as un projet qui est refusé par une boîte, de l'emmener dans une autre boîte, une autre boîte, une autre boîte, une autre boîte. Et là, les réseaux de distribution, c'est pareil. En fait, Random House va finir par devenir l'équivalent de Disney à tous les niveaux de la distribution, production, création culturelle. On parle que de distribution là, tu vois, on parle de distribution de single issues et encore, la distribution c'est le canal de. Le truc c'est que tu disais, tu vois, c'était Diamond Comics, c'était réellement le seul avant. Et donc là, on est quand même fragmenté parce que donc t'as Diamond, t'as Penguin, t'as Lunar et t'en as encore un quatrième, tu vois ici. Pour l'instant. C'est UCS, non? Non, USS, ils ont arrêté, c'est encore un autre, tu vois, c'est un plus petit. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ils sont 4 quand même. Donc, techniquement. Ils font pas tous la même taille. Tu vois, c'est Penguin, ils ont déjà. Oui, mais Penguin est à 40% et quelques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même toujours plus diversifié que ce que ça ne l'était en février 2020, où littéralement c'était juste Diamond. Il y avait vraiment que ça. Penguin faisait quand même de la livraison, mais pour les librairies généralistes. Mais sur ce qu'on appelle le direct market, il y avait vraiment que Diamond. Donc au final, même si Penguin est grossi de plus en plus par rapport à ses exclusivités, au final, ça reste toujours moins monopolistique que ce que c'était il y a 3 ans. Le danger, c'est qu'à terme, il y a Penguin fasse les distributions comics. Après, s'ils la font mieux et à des meilleurs tarifs. Non, mais qui fasse la distribution, comics, romans graphiques, bouquins, etc. Parce que Diamond, effectivement, c'était une boîte qui a le monopole, mais ça restait des distributeurs. Tu vois, alors que là, on a une boîte qui va concentrer petit à petit tous les canaux de l'édition américaine. Et moi, ça commence un peu à m'effrayer. Tu vois, on voit bien justement que les pourvoyeurs d'accès, par exemple, que ce soit sur Internet, sur le réseau téléphonique ou même justement pour le divertissement, à force de tout concentrer, tu finis par créer des trucs qui sont inarrêtables ensuite. Et moi, c'est ça qui me fait plus chier, tu vois, c'est que j'aurais préféré qu'une autre boîte comme Diamond se monte et leur fasse concurrence plutôt qu'un géant du livre qui a déjà tellement une emprise sur le marché qui finisse par grignoter les autres au point que on peut se poser la question de est-ce que Diamond sera encore là dans 5 ans, tu vois. Et dans ce cas-là, qui fera la distribution concurrente, tu vois, parce que Lunar, ça peut se faire racheter en un chèque, tu vois. Ouais, mais après, l'idée, c'est que, enfin, je veux dire que là-dedans, au final, le but, c'est juste que les comic shops soient livrés en temps et en heure avec des paquets soignés pour que les acheteurs puissent avoir des comics en bon état. C'est pas. C'est-à-dire que je m'inquiète pour rien. Je pense, ouais. Peut-être. Je pense parce qu'on n'est pas sur parce que c'est pas de la création, c'est pas de l'édition, c'est pas, tu vois, eux qui détiennent tout. Après, Penguin Random, c'est un énorme groupe d'édition aussi, mais là on parle vraiment que du volet distribution parce qu'ils sont pas du tout en train de racheter par contre les éditeurs, donc c'est pas comme Edity s'achète et les trucs de Bolloré et tout ça qu'on a en France actuellement, à mon sens. Mais peut-être que moi je suis un rassuriste sur ce sujet-là, un pragmatiste, et que on me donnera tort peut-être. Voilà. Attends, je vais te chercher un comics dans la bibliothèque. C'est ça. Si tu veux bien apporter, j'ai un omnibus God of Thunder là-bas. Si tu veux le charger, attention, c'est lourd. Hein. Tes petits bras vont pas supporter. Oh là là. Oh bébé. Oh là là. Corentin, on continue du côté de la VO toujours. Une petite actu, voilà, parce que c'est un peu dans ce qu'on parlait déjà un petit peu avec l'indé les années 90. Que vraiment, il y a vraiment tous les gimmicks qui ressortent, même les gimmicks les plus nazes, les plus débiles, les plus nuls, les plus pourris du monde, puisque DC Comics a annoncé des variantes qui font vraiment, vraiment très 90s, des variantes métallisées en relief, donc... Non mais au secours, enfin... Qu'est-ce que tu veux commenter là-dessus? Mais moi, ça m'amuse. En fait, ça m'amuse parce que justement, les gens disent on s'en branle, c'est des variantes. Et en fait, non, moi je trouve qu'il y a quelque chose à en retirer. Alors j'aimerais juste retrouver mon actualité parce qu'il y a un terme technique que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'utiliser. Elle est là, ton actualité, regarde là. Ah, voilà, je l'ai, c'est bon. Donc,
Embossage, c'est l'embossage. Voilà, l'embossage, c'est donc une technique en fait où tu viens. D'ailleurs, si vous avez acheté saison 200, vous pouvez voir directement ce que c'est l'embossage, puisque le titre lui-même est un petit peu en relief, mais du coup un peu, mais pas, il ressort pas, mais justement il est un petit peu creusé. Donc en fait, voilà, c'est simplement appliquer voilà ce forme de relief qui soit s'enfonce un peu sur la couverture ou alors va ressortir. Donc là, ils font ressortir les personnages par cette technique c'est un peu comme l'emmussaillage. Non, pas pour du l'oignon dans une tourte. Quand t'emmussailles un oignon, tu vois pas? Tu connais pas l'emmussaillage? Tu me fatigues. Tu connais pas l'emmussaillage? Non, je connais. Ah bah bravo, le vocabulaire, hein, dis donc. Bah écoute, pourquoi tu me parles de cuisine? Je disais pourquoi donc, tu me parles de cover métallisé? Mais pas. Je t'ai rien demandé. Je vais t'expliquer quelque chose. Donc voilà, ces personnages qui ressortent en relief sur un fond métallisé, donc que ce soit gris argenté, doré, cuivré, ce genre de choses là, quoi. Et en fait, pourquoi ça, moi, ça me fait marrer, parce qu'effectivement, c'est complètement. En fait, il y a eu historiquement, il y a eu un shift avec l'apparition de ces couvertures variantes. Pourquoi? Parce que au départ, les comics en single issue étaient distribués surtout dans des kiosques, en fait, notamment sur des petits tourniquets où tu trouvais tes single issues. Et il n'y avait pas de boutique spécialisée. C'est au tournant des années 80-90 en fait que sont apparues les premières boutiques spécialisées et où les gens se sont dit, mais en fait, ces single issues, est-ce que ça ne deviendrait pas des objets de collection? Et c'est pour ça qu'on a eu ensuite la multiplication des variantes, et surtout dans la bulle des années 90 très spéculative, où il y a eu de plus en plus de gadgets en fait qui ont été faits sur ces couvertures, avec des couvertures en relief, des couvertures métallisées avec embossage, des couvertures fluo, des cartes à collectionner, des trucs qui brillent dans le noir, et même il y avait même peut-être des couvertures odorantes où il fallait gratter quelque chose. En tout cas, voilà, plein de gadgets. Et en fait, là, ils sont complètement en train de repartir là-dedans, ce qui est d'autant plus cocasse à une époque où on vous parle aussi régulièrement de crise de matières premières, de ce genre de choses-là, de voir des éditeurs multiplier des variantes pour des effets qui franchement sont moches, hein, elles sont pas belles ces couvertures. Après là, les scanner, hein, peut-être que peut-être qu'en vrai c'est plus joli, j'avoue. Après je comprends le délire. Et je comprends le délire, mais je le comprendrais mieux si on n'était pas dans cette situation-là. Peut-être que justement, ils vont faire des comics en métal parce qu'il n'y a plus de papier. Tu vois, là, ils s'entraînent en fait. Il y aura des comics en papier alu. Et... Non, ça n'a aucun sens. Ah oui. Du coup, tu vas en acheter ou pas, Quentin? Non. Est-ce que tu penses que ça. Est-ce qu'on va mimer les années 90, qu'il va y avoir. Je pense pas qu'il y aura de bulles spéculatives comme dans les années 90 non plus, quoi. Bon. Non. Non. Les gens auraient essayé de le faire à l'époque de la mode des variantes. Maintenant, tout le monde a l'habitude d'esquiver les variantes pourries. Je sais pas, celles-là, a priori, elles vont marcher quand même. Oui, hein. certainement, parce qu'il y a des gens bizarres sur Terre qui ont des goûts bizarres aussi. Oh, comment tu juges? Oui. Ah oui, non, mais là, je trouve ça d'une connerie, mais ça, je trouve ça laid. Je trouve ça inutile, je trouve ça inintéressant. Et effectivement, comme tu dis, en contexte de pénurie des matières premières, c'est un délire de faire ça. Enfin, après, ils vont, je sais pas, des couvertures en peau de dauphin. Voilà, ils vont aller tuer plein de dauphins pour prendre leur peau et faire des couvertures en peau de dauphin, je sais pas. Enfin, c'est complètement con. C'est complètement con. En plus, elles sont moches. Les covers de base qui sont qui faites, vont faire des couvertures en peau de dauphin. À part la Joker de Kelly Jones, elles sont quasiment toutes moches. Franchement, même regarde celle-là, là. De Wildstorm, on est vraiment revenu dans les années 90, mais à fond les ballons, quoi. Les compos sont pas belles. Moi, j'aime pas les années 90. Pas pour consumériste, non, qui a failli quand même causer la mort de Marvel. Donc, on pourrait se poser des questions sur l'intelligence des éditeurs de l'époque. Et ouais, mais les nostalgiques, ils ont de la bonne tunasse, mon gars. Même toi, t'es contre. Pourquoi tu me bêtes les robignoles? Je sais pas, pour faire semblant, quoi. Bah ouais. Non, mais c'est débile et c'est nul. Parce que moi, je ne veux me froisser avec personne. Tu vois, j'allais dire Chester, si tu vois Jim Lee, tu lui mets une petite pêche comme ça en mode arrête de faire ça. Je vais peut-être le voir, effectivement. Parce que non, c'est nul. Faut pas faire ça. C'est ridicule. Allez, Corentin, on en a fini pour la partie comics. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui arrive en toute logique? Partie ciné, les écrans. Oui. Et petit écran d'abord. Voilà, d'abord le petit écran, même si c'était pas la taille qui compte avec les écrans. Corentin, une adaptation en série, en série télévisée. Les gens n'ont pas compris. Les gens, ils ont fait qu'est-ce qu'il raconte? Rogue's Story, qui est adapté en série télé, un titre publié chez Image Comics, qui est une histoire d'horreur, une forme de home invasion, dans lequel en fait une actrice de série télé et de film qui a créé son personnage de Red Rogue, qui est la super héroïne vraiment culte que tout le monde kiffe et tout ça. Vraiment, faut vraiment se dire que c'est un peu comme Batman, hein, dans cet univers là. Et donc cette actrice qui s'appelle Maisie Wade, en fait, elle en a
marre des pressions sur sa série, elle en a marre du bashing en ligne et tout ça, parce que ça prend vraiment la thématique du fandom toxique à bras le corps de façon très très actuelle, et surtout que ses producteurs lui disent voilà, pour la prochaine saison tu vas porter un costume de Red Sonja grosso modo. Elle leur dit vraiment il y en a marre de ces conneries, sauf que vu qu'elle quitte la série, ses producteurs ils l'ont mauvaise et ils disent on annule le show. Et ça, il y a des nerds qui pourtant c'est pas des vieux gars de 40 ans machin dans la BD, mais voilà, il y a un groupe de fans un peu trop impliqués dans cet univers qui se dit bon ben voilà, elle a cassé notre série, donc on va aller chez elle et on va lui péter la gueule et lui voler justement l'exemplaire du premier comics dont c'est adapté, qui vaut des millions de dollars, et se venger comme ça. Et bien entendu ça part en couille, puisqu'il y en a l'un d'entre eux qui est beaucoup trop violent, qui commence à tuer quelqu'un et tout ça, et ça vire dans le gore. C'est assez brutal, moi j'aime bien, c'est vraiment très très bien ficelé, c'est très très actuel clairement par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce soit encore sur les castings de Bad Girl, de Petite Sirène, de machin, enfin vraiment toutes les conneries qu'on peut voir sur She-Hulk et tout ça. Vraiment c'est et à chaque fois je me dis vraiment à quel moment en fait souvent parfois on reproche, tu sais, dans ces séries ou dans ces comics de pas être subtil, et puis quand tu vois les réactions des gens dans la vraie vie sur les vrais réseaux sociaux, tu te dis mais en fait il y a zéro subtilité à avoir quand déjà t'es face à une armée de bœufs en fait, qui réfléchissent vraiment avec la subtilité d'un bœuf dans un magasin de porcelaine. Donc là je trouve que ça attaque très bien, c'est plutôt bien dessiné. En plus les bœufs précisément dans les magasins de porcelaine ne sont pas subtils. Non. Sinon, en général, ils sont assez subtils. Mais tu mets un bœuf intellectuel et tout. Hein. C'est ça, mais tu le mets dans un truc de porcelaine, mais il devient très con. J'avais rencontré, c'était Patrice Bovin, un charolais très distingué qui avait toujours une petite fleur sur son chapeau, et quand on discutait. Oui. Avec un petit brandy comme ça, un petit cigare à la bibliothèque, machin, on discutait littérature, il me parlait d'Edgar Allan Poe, en Alsace, de ce genre de choses là, tu vois. Et puis d'un coup, on va se promener dans les rues, et puis je dis juste, il faudrait que je m'achète une nouvelle porcelaine. Ouais. C'était pour ma maman, tu vois. Bien sûr. Et on rentre dedans. Et là, le gars, un punk à chien. Jean-Marie Bigard. Vraiment. C'est ça. Il gâchait mes comics. D'un coup. Non, mais c'est ça, parce que littéralement, tu vois, il était en train de faire oui, Cosmogénie, Lovecraft, ce genre de choses là. Il passe le pas de la porte et les Spice Girls, comme ça, vraiment. C'est fou. Et voilà. Et bah, du coup, voilà, n'emmenez jamais un charolais dans une ça se passera mal. Sinon, vous risquez de perdre un bon ami. Voilà. Donc, c'est l'actrice Anna Rosemay qui écrit. Oui, tout à fait. Probablement dû se confronter à ce genre de problème. Oui, tout à fait. Et puis en plus, je trouve que son héroïne ressemble un peu à l'actrice. Je me demande si le projet c'était pas de tenter peut-être de vouloir être adapté pour incarner elle-même son propre truc. Ça ne fait que 3 mois que ça a commencé. Il y a que 3 numéros. Il y a que 3 numéros et c'est en 4, donc c'est un petit projet. On sent quand même le projet un peu pris sol d'un studio. Donc une actrice qui a joué dans la série télé Shooter, adaptation du film Shooter, qui était pas bien. On a déjà parlé d'ailleurs. Qui a joué Anna, donc son propre rôle, un personnage qui porte son nom dans la série Ballers. Très bonne série avec Dwayne Johnson, qui joue pas un personnage à la Dwayne Johnson. Matez-la si ça vous intéresse, c'est une série HBO. Et la série Nova Vita. Et donc elle a effectivement été assistée. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Red Sonja, parce que il y a le côté actrice rousse effectivement est maintenu. Et le personnage, comme tu l'as dit, effectivement est rookie, donc on peut très bien imaginer qu'elle va être annoncée dans le rôle principal d'ici quelques semaines, mois. Elle est assistée, donc, disais-je, par Declan Shalvey au dessin. Non, au scénario. Au scénario, pardon. Oui, tout à fait. C'est Justin Mason qui... Tout à fait, ouais. Mais qui était déjà un pote de Shalvey avec qui ils avaient fait Dynamite. Tu sais, l'exclamation Dynamite. Qui a fait aussi le Spider-Man, dans le Spider-Punk, récemment avec Cody Ziegler. Un truc, en tout cas, bien dessiné, à défaut d'être très honnête intellectuellement. Donc, ouais, petit projet sympa. Moi, j'admets que ça me parle bien aussi. Je vois très bien un truc à la Babysitter. Vous voyez, je suis une Netflix Babysitter qui est plutôt sympa. Un truc un peu dans ce style-là, un truc un peu Maman j'ai raté l'avion, un truc un peu bourrin, un peu vénère, c'est un peu vénère quand même. Un propos sur la culture des fandoms, effectivement, qui est un vrai problème, comme tu l'as dit, qui ne se tarit pas jamais, en fait. Ça fait quand même 20 ans que ça continue, ces conneries de commentaires, de fans. Rappelez-vous quand même que quand Burton a casté Michael Keaton dans le rôle de Batman, à l'époque, il n'y avait pas Internet, en tout cas, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui, mais les mecs avaient vraiment écrit des lettres manuscrites au studio en mode genre, c'est un scandale, c'est pas mon Batman. Et à l'époque, il y avait eu des milliers de lettres qui étaient parties, il fallait quand même, du coup, qu'ils la tapent ou qu'ils l'écrivent à la main, qu'ils achètent une enveloppe, qu'ils trouvent l'adresse du studio, ils achètent un timbre et qu'ils l'envoient. Donc les mecs étaient déjà beaucoup plus déter, et ils sont encore là aujourd'hui, ils sont juste
plus vieux de 30 ans, et ils ont appris à leurs gamins comment devenir de bons sacs à merde aussi. Donc moi c'est un projet qui me parle, ça, tout ce qui est un peu méta sur les super-héros, ça me parle de toute façon, et je trouve qu'on manque un peu de projets qui justement, sans raconter l'envers du décor, en fait, nous rappellent qu'il y a des vrais êtres humains derrière, plutôt que de faire des making-of éclatés et très auto-promo. Je trouverais ça intéressant qu'on fasse par exemple un biopic de Downey Jr. pour qu'on voit comment sa vie a changé après Iron Man, que ce soit au niveau de sa philosophie de vie ou de sa richesse personnelle ou même de ses choix de carrière et tout. Enfin, je pense que dès qu'on ouvre un petit peu les placards, ça peut être intéressant. Et voilà, effectivement, bon là, ça fait effectivement projet un peu Star Talent, mais ça peut être chouette. Et puis la BD est cool, donc du moment que c'est bien fait, on est content. Eh bien, je suis content également. Voilà. Alors, la prochaine actualité, la prochaine actualité. Ce sera pas la série Dead Boy Detective qui engage Lucas Gage? Exactement. Et le jeune acteur Lucas Gage qui est engagé dans la série. Lucas Gage, du coup, à ne pas confondre avec Luke Cage, qui est un personnage de comics Marvel, à ne pas confondre avec Christos Gage non plus, qui est un scénariste de jeux vidéo et de comics. C'est ça, donc le développement de la vanne. Voilà, c'était juste ça. Dans la vanne. Juste ça. Okay. News suivante, la série Grendel. Et donc la série Grendel est annulée par Netflix. Corentin, oui. Toi qui disais plus tôt dans ce podcast que les comics Grendel sont bien, la série donc ne verra pas le jour, alors que pourtant toute la saison avait été tournée. A priori, il resterait que la post-prod et le montage à faire, et donc le projet pourrait peut-être être récupéré par un autre network. Et en même temps, a-t-on réellement besoin de ça alors que Urban Comics va sortir le 3e tome en janvier 2023? Mais commencez par le tome 4 si vous voulez vous passionner par... Enfin, le tome 1 et le tome 4, c'est les deux meilleurs. Le 3 aussi, hein. C'est anthologique, c'est générationnel. Ouais, je sais, mais le truc c'est que d'un point de vue oui, si personne n'achète le tome 3 et pas le tome 4, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'on essaie de rendre les comics accessibles, et toi tu dis accessible, et toi tu fais oui, Grendel, très bien, commencer par le tome 4. Parce que c'est le meilleur, le Grendel Prime, c'est le meilleur de tous les Grendel. Il a un sabre laser. Et c'est un peu... tu vois, c'est Mandalorian avant Mandalorian. Voilà, verbatim. Donc, c'est l'obsession. Le verbatim de l'enfer. Mettez-moi des verbatim partout. Donc, ça me permet de faire un petit point tout doom d'ailleurs, parce qu'on parle de Netflix. La série Grendel, effectivement, n'était pas pendant le point tout doom, donc l'espèce de stream nul où il résume plein de trucs pas ouf qui vont sortir, mais on n'a pas le choix parce qu'on est abonné. Où il y avait donc effectivement American Jesus qui a été confirmé, qui a bien commencé son tournage, avec Tenoch Huerta qui joue Namor et qui jouera dedans. Donc ça, c'est bien. Ça fait une adaptation de comics sur Netflix qui va arriver. De Miller World, veux-je dire. Et à côté de ça, Grendel donc ne se fera pas. C'est pas si grave, dans le sens où, en fait, l'intérêt principal de la série aurait été d'aider à vendre le comics Grendel et à en faire un produit grand public, puisque les gens ne connaissent pas Grendel. On leur montre Grendel, ils font « Ah, mais c'est Venom !» Et puis c'est à peu près tout. Hein. Ce qu'ils en retiennent, c'est masque noir avec les yeux Spider-Man, donc ils se disent « C'est Venom », forcément. Mais non, sinon, voilà, moi, j'avoue que je m'en foutais un peu de la série, dans le sens où il y avait quand même pas mal de vedettes un peu CW. Ça avait, en plus, un scénariste de la série Supernatural, que tu connais probablement mieux que moi d'ailleurs, je sais pas quelle saison il avait écrit, mais c'était vraiment un mec de Supernatural. Donc voilà, moi c'est des petites prods de séries télé un peu fauchax. Je pense que Grendel justement c'est l'inverse, il faut un produit vraiment de genre, il faut un produit même pas forcément avec des moyens, mais juste avec une vraie exigence artistique. Il faut vraiment faire un truc qui colle à l'esprit bichromatique, noir, blanc, rouge. Il faut aller vers la littérature, il faut aller vers l'esthétique Grendel, quoi, simplement. Et en faire une série de super-héros, d'anti-héros un peu meurtriers, avec un jeune beau mec qui serait méchant mais pas trop. J'avoue que ça ne t'intéresse pas. Puis Netflix, encore une fois, je ne leur fais absolument pas confiance. Mais il y a eu Sandman quand même. Sandman, c'est une prod Warner Bros. Télévision, voilà. Ce n'est pas une prod Netflix Originals au départ, c'est une coproduction avec. Oui, mais dans coproduction, il y a même Alan Heinberg et David Goyer, on ressent plus leurs pattes que si ça avait été juste Neil Gaiman tout seul, je pense, tu vois. Donc, mais tu peux faire la gueule, j'en ai rien à foutre. Et voilà, t'as le seum, hein. Donc voilà, bref, je m'en fous personnellement, je suis juste triste parce que du coup ça veut dire que personne ne connaîtra jamais Grendel en dehors des fans de bande dessinée un peu curieux, et que c'est un très bon univers que vous devriez, qui vous devrait vous intéresser. Mais si, il y a plein de gens qui comme par exemple Arnaud Kikou qui a tout lu de Grendel. Tout à fait. Alors, ça fait juste des années. En fait, c'est ça, c'est que maintenant que j'ai lu Sandman et que tu veux plus faire cette blague, maintenant tu te reportes sur Grendel. T'as pas fini Sandman, dude. Et oui, mais j'ai quand même qu'il reste environ tous les autres produits Sandman que tu n'as pas lu. Ouais. Overture par exemple. Oui. Def. Ouverture, je l'avais lu. Les Dead Boy Detectives. J'avais pas compris grand chose. Lucifer. 75 numéros. Ouais. Les nouveaux produits. Le Sandman Universe présente. Ouais. Voilà, tout ça.
C'est quoi? T'essaies de faire un concours de zizi là, c'est ça? Non, je sais te dire que tu n'as pas lu Sandman. C'est ce que toi t'as pas lu? Tu n'as pas encore lu Sandman. C'est ce que toi tu n'as pas lu? Dis-moi tout. T'as pas lu Batman Eternal en entier? C'est vrai. Et ben voilà. C'est vrai. Mais du coup, je pense que je gagne quand même parce que tu as lu Batman Eternal en entier. Oui. Non, si, en plus j'ai lu les 3 derniers numéros pour savoir de quoi ça parlait. Enfin, comment ça finissait parce que c'était important pour la continuité à l'époque. Et j'ai rien compris. Ouais. En mode, c'était compliqué. Ça avait l'air naze, en tout cas. C'était pas ouf quand même cette histoire. Je crois par-ci par-là à l'époque, il y avait des reviews express VO et que t'avais personne pour les faire, tu me disais bah vas-y lis ça et puis tu fais une review express VO et du coup je découvrais la série numéro 26 puis 33 et tout, j'étais en mode genre je comprends rien. Et du coup j'écrivais des conneries en mode ouais bah, c'est pas mal, le dessin est sympa, tu vois. L'escroquerie. 52 numéros mec. Viens, on refait les reviews VO express. Oui, à 2, tout à fait. À 2, on va faire tout ce qu'on couvre en plus, génial. Allez, 3 jours par semaine de rédaction. Mais 3 jours par semaine, c'est ta peau contre sa peau. Et on va passer du côté de la... Pas mal, non, si. Tu vois. Allez, je suis avec. Et du côté du cinéma. Que se passe-t-il du côté du cinéma? Eh bien, Marvel Studios est au cœur de l'actualité des adaptations de comics sur grand écran, puisque un duo de scénaristes a été trouvé pour faire le film Fantastic Four, les 4 Fantastiques. Ils n'auront que 2 scénaristes, alors qu'ils auraient pu en avoir 4. C'est bien dommage, ma foi. Pas mal, ça. Et oui. Alors, eh bien, écoute, en plus, ce sont 2 inconnus. Hein. Alors que les inconnus sont 3 en général, mais là, ce sont 2 inconnus qui font le scénario. Franchement, ça va aussi. En plus, j'avais déjà fait la blague dans l'article 4 fantastiques, soit 2 fantastiques par scénariste. Faisons la blague directement, c'est écrit tel quel. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent mais ne nous lisent pas. C'est vrai. Je pense à tout le monde. Il s'agit de Jeff Kaplan et Ian Springer, Arnaud Kikou. Oui. Je ne connais pas le travail de ces gens. Mais parce qu'ils ont fait 2 trucs. Ouais. Dont un truc sur la K-pop. Voilà, donc qui est pas encore sorti. Je crois. Alors, comment dire, quelque part, l'annonce du réal était pour moi une plutôt bonne nouvelle parce que Shackman, c'est, on l'avait dit d'ailleurs, hein, à défaut d'avoir une patte bien à lui, c'est justement un gars qui a un CV qui gravite de série télé en série télé, souvent des bonnes séries télé pour de bons épisodes. Donc ça veut dire qu'il a pas des thématiques personnelles à lui, mais c'est un bon salarié, c'est-à-dire qu'on lui dit réalise-moi ça et ça devrait être ça pour les Marvel Studios, tu vois. Pourquoi s'emmerder à prendre des réals puisqu'ils les castrent à chaque fois. Autant prendre des gens qui savent justement obéir à une commande et le faire proprement. Ça me paraissait une bonne nouvelle. Là, justement, le fait d'avoir 2 débutants, est-ce que ça va pas être justement... Alors c'est quand même 3 personnes du coup sur le projet qui n'ont pas de patte ou de thématique à eux très établie. Alors c'est des débutants, mais il faut savoir que dans les papiers du Hollywood Reporter ou de Variety, ça dit vraiment que ce sont des étoiles montantes, qu'ils ont été remarqués justement pour les scripts qu'ils ont fait sur leur précédente production, que même si on les a pas vus, voilà, c'est des gens qui se montrent comme étant de futures vedettes. C'est pour ça que Marvel Studios mise sur eux. Donc pour le talent. Mais est-ce que tu penses pas que ce seront des êtres humains malléables? Mais j'en sais rien. Tu vois, comme ça, par exemple. Je te malais, là. Quand tu me malais. Je te malais. Non, je sais pas si ça se dit. Malais? Non. Malais? Malayé. Bref, manipuler. Voilà, je te manipule. Donc, tu vois, c'est ça, en fait, le truc, c'est que du coup, ça fait que sur les 3 noms, on a du mal à identifier quelle thématique va s'imposer. Et même, en fait, vu que t'as un réalisateur à la commande, littéralement, parce que c'est son métier professionnel, et 2 scénaristes qui certes étoiles montantes mais qui pour l'instant pareil doivent trouver du boulot, remplir le frigo et se faire connaître. Est-ce que ça va pas être en fait un nouveau film de Kevin Feige, et vu l'importance qu'il va avoir dans le reste de la saga, ça va pas être le plus Kevin Feige des films de Kevin Feige, tu vois? Ouais. Parce que c'est quand même peut-être qu'il a aussi l'envie de pas prendre de risques avec les FF. Ça a déjà été fait au cinéma, les gens regardent un mauvais souvenir avec les films de Tim Story. Oui, mais maintenant les gens ils sont hypés. Les gens sont hypés parce que John Krasinski. Parce que parce que John Krasinski. Ce serait bien qu'il revienne quand même. Moi, je serais content. Mais non. Mais si. Pourquoi? Ce serait bien qu'il revienne. J'ai pas dit qu'il va revenir. Je te dis, ce serait bien qu'il revienne. Non, ce serait pas bien. Pourquoi ce serait pas bien? Mais pourquoi tu voudrais qu'il revienne? Parce que c'est un bon acteur. Je l'aime bien. Mais t'as vu The Office? Maintenant, t'es amoureux de lui comme moi. Mais il y a d'autres gens quand même. Jim. Que lui. Oui. Oui, mais je préfère de l'argent. Jim Halpert, le voir en Rich Harris. Je le vois pas du tout dans un rôle aussi sérieux et aussi. La meuf qui joue Pam, qui s'appelle l'ex-femme de James Gunn. La meuf qui joue Pam pour jouer Sue. Dwight, c'est la chose. Et Michael Scott, c'est Dr. Doom. Et la torche humaine, on s'en fout. Le temp, BJ Novak. Si tu veux faire une parodie comme PG Porn, à la limite, pourquoi pas, tu vois, mais avec James Gunn, mais non, sinon non. Mais c'est un bon acteur. Mais c'est un bon acteur, mais il est pas du tout dans ce genre de rôle dramatique, je suis désolé. Dramatique, Marvel Studios.
Bah, les Fantastiques, Reed Richards, mais Reed Richards quand même, c'est pas un guignol. Est-ce que tu penses que c'est pas un Iron, c'est pas un Tony Stark? On fait un pari pas kebab, mais allez, visons plus haut. On fait un pari resto. Tu veux aller manger au resto avec moi tête à tête? S'il y a plus de 10 vannes dans le film, je gagne mon pari. Bah non, ça se trompe. Ah bah voilà, alors dramatique, ouais, non, on va se taper le cul par terre que toutes les 3, enfin, il y aura une vanne que toutes les 5 secondes et pas toutes les 2 secondes, tu vois. Arnaud fait les têtes bizarres là, du coup. Ouais, il est conflictuel avec lui-même. Je suis en plein conflit avec moi-même. Non, mais je pense que vraiment ce sera pas lui et je voudrais pas que ce soit lui parce que j'estime qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent faire. Surtout que c'est engagé sur 10 ans en général quand tu commences un rôle comme ça. C'est vrai. Et dans 10 ans, avec tout le respect que j'ai pour John. On sera donné rendez-vous déjà. Exactement, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, il pourra plus faire des pitreries en homme élastique, quoi. C'est typiquement le héros qui est en full CG. Hein. Il n'y a pas besoin de cascadeur pour faire l'homme élastique, c'est juste. Non, mais bravo. Ouais, Peut-être. Et tu as probablement raison, parce que moi je croyais qu'il allait réaliser le film, donc tu as probablement raison sur tout le projet. Bah alors ça, par contre, je tiens mon pari tacos pour les plus de 15 vannes. Plus de 15 vannes, je monte à plus de 15 vannes. Les blaireaux qui vont insister là-dessus en disant ça aurait été logique. Des blaireaux. Mais non, c'est pas. Bah, c'est plus logique que Matt Shakman. Mais il n'y a pas de logique dans ces trucs-là. D'accord, tu m'as convaincu. Et si, c'est plus logique que Matt Shakman, parce que Matt Shakman, il a déjà bossé pour eux. Mais il leur a fait 26 nominations aux Emmys avec oui, bah, avec vachement mérité déjà pour commencer, mais surtout c'est pas la question, c'est non, la question c'est chez DC, arrête maintenant. Quand tu veux lancer un projet aussi ambitieux, en supposant que ce soit ambitieux, en tout cas personnel, il faut avoir un réal, il faut avoir une thématique, il faut avoir des idées, tu vois. Sam Raimi, il a mis de lui dans Doctor Strange. Et John Krasinski, il a des idées peut-être. Bah oui. Bah, et je suis désolé, Quiet Place, si c'est pas un film familial, justement. Bah, l'idée de la famille fédère son travail quand même. Son rapport à sa femme, peut-être qu'il a fait jouer dans le film à côté de lui, il n'y a pas un truc, non, ça clique pas. Non. Le côté famille, Fantastic Four. C'est pas une vraie famille. Mais la chose, c'est pas son gamin à Reed. Tu fais exprès d'être con. Oui. Ta gueule. Voilà, donc je l'ai frappé. Donc, actu suivante, Arnaud. Actu suivante. Blade a perdu son réalisateur. Super, ok. Actu suivante. Que s'est-il passé? Eh bien, apparemment, selon... c'est Jeff Snyder, ex-Collider, et maintenant sur The Ankler qui explique ça. C'est qu'apparemment, il y aura un souci avec le script. Le script... je sais pas s'il est bon, en tout cas ça avance pas des masses. Apparemment Mahershala Ali, il en est pas content parce qu'il y a que 2 scènes d'action et que lui il veut casser les gueules. Mais moi c'est un film de chasseur de vampires, alors moi je veux taper des vampires, sinon je suis pas content et je fais faire ouin dans ma chambre. Et du coup le film a pris des retards de production, puis encore du retard et encore du retard. Moi j'ai suivi parce que les sites spécialisés professionnels, normalement c'est pas des sites qui s'amusent à mettre des listings pour la blague. Et ils avaient dit ça devait partir des gens de tournage l'année prochaine, ça devait se faire à cet été, et puis ça a été encore décalé à octobre, et au bout d'un moment en fait c'est juste que ça prend trop de temps. Bassam Tarek il a d'autres choses à foutre, clairement faut qu'il aille chercher ses enfants à la piscine, et du coup il a fait vous me cassez les couilles, moi je m'en vais, et voilà, et c'est pour ça qu'il a dit je pars. Et c'est à cause de la piscine des enfants. Exactement. Putain merde, dis non, j'ai pas vu venir. C'est dur, c'est dur. Merci journalisme culturel. Ah bah là on est sur ouais, j'ai pas de gros avis là-dessus. Bah c'est sûr qu'il risque de prendre encore du retard parce que le tournage doit démarrer normalement en novembre. Alors, est-ce qu'ils arrivent à trouver un réal? Matt Shakman. John Krasinski. Ouais, ce serait intéressant. Ah bah super. Non, mais je pense pas que ça va pas forcément manquer les bons réals qui pourraient faire Blade. Je pense qu'ils voudront quelqu'un qui maîtrise un peu l'horreur. Ouais, mais je pense qu'ils voudront quand même prendre un nord-américain aussi. Moi, je me demande si c'est pas justement parce que ce que tu décris nous confirme que c'est bien Mahershala Ali qui capitaine le projet. Capitaine, c'est ça, un peu le capitana, ouais, ça. Qui lead. Qui commande, qui gouverne le projet. Qui gouverne. Voilà. Et qu'en fait, ça va plutôt être à lui de nommer un remplaçant. Ah, je sais pas, ouais. Parce que c'est vraiment pour lui qu'ils font ce film-là, quelque part. C'est vrai, en tout cas, lui, il est clairement impliqué. Ouais, il veut avoir son film Blade bien badass, bien vénère. Ouais, et puis c'est pour un acteur comme ça qui a plus rien à prouver, qui a déjà été oscarisé, je crois. Ou en tout cas qui a déjà été nominé, enfin sélectionné aux Oscars. Ta gueule. Ça n'a aucune importance. Le fait est que c'est aussi un money maker qui permettra de financer d'autres projets plus risqués à terme, et puis c'est un kiff parce que c'est le premier super-héros noir du cinéma techniquement avant Black Panther et tout. Oui, en solo tu veux dire? Ah non mais ça attends, ça ne tient plus cet argument. Je pense que pour lui Black Panther, on a Falcon, on a Don Cheadle, c'est un geek fan de comics et on sait justement qu'il s'était rapproché de Wesley Snipes pour faire ce projet-là. Je pense que symboliquement, si tu veux, il aurait pas accepté n'importe quel boulot après Cottonmouth chez Marvel Studios parce qu'ils ont dû l'approcher plusieurs fois quand même. Et que celui-là, il a un côté en plus afro qui est important pour lui.
Donc peut-être que c'est pour ça qu'il essaye de bien le faire. Ouais. Je vois bien en train de l'approcher comme ça dans la rue discrètement. Il se retourne, ils disparaissent, puis après ils l'approchent, ils font Blade comme ça, et après il fait ouais d'accord, c'est bon. Alors sinon l'actu suivante. Est-ce que ce serait pas Armor Wars? Ah bah justement, puisqu'on parlait de Don Cheadle juste avant, et film repoussé. Le projet Armor Wars devient un film. Alors j'ai mal lu ton article. Est-ce que c'est un film pour le grand écran ou est-ce qu'il se risquera à faire un film Disney+, on sait pas. Hein. Pas précisé, mais c'est pas précisé. Hein. Grand écran, j'imagine. Grand écran, t'imagines? J'imagine grand écran. Toi, t'imagines grand écran. C'est ce que j'imagine. Okay. J'imagine là. Ouais, le grand. C'est un grand écran. Armor Wars, donc Don Cheadle en lead sur Armor Wars. C'est un film pour téléphone dans le métro. Oui, mais Don Cheadle c'est une vedette avant d'être ouais, mais dans le MCU, dans le MCU, c'est un personnage de troisième zone. C'est pas faux, mais je crois qu'il avait fait une grosse prod pour un film en stream. Après justement, oui, mais c'est pas la question. Ça defeats the purpose parce qu'effectivement, c'est effectivement un film en stream qui va sortir bientôt. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord, mais il faut penser rationalité. C'est-à-dire que regarde She-Hulk. Ils ont l'équivalent d'un budget de ciné pour le faire. Le problème, c'est que quand tu éparpilles un budget de ciné sur 4 à 6 heures de durée, non mais pas en termes d'heures, bah évidemment, tu peux pas l'utiliser de la même façon. Et là, bah, c'est les armures de Tony Stark, les armures marques de Stark Industries, évidemment, qui peuvent pas se permettre de le faire avec des petits moyens ou est-ce que ça a l'air moche, c'est trop important pour eux. Pour eux, Iron Man, c'est leur Superman de leur univers. Est-ce que ça va pas s'appeler Iron Man 4 Armor Wars? Bah, les gens y pensaient, mais ce serait débile parce que c'est pas Iron Man. Ce serait plus intéressant de l'appeler War Machine, en fait, le film, tu vois, ou Iron Patriot, tout ce que tu veux. Moi, personnellement, je me fous un peu du titre. Je trouve que le nom Armor Wars, ce sont été débile parce que tu ne peux pas faire Armor Wars des combats d'armure puissantes et compagnie avec effectivement les problématiques de limitation des budgets Disney+. Et on le voit bien, même WandaVision, il y a une grosse scène d'action à la toute fin, donc à la Marvel Studios quelque part. Si tu veux un film vraiment généreux, parce qu'en plus voilà, c'est ça, c'est leur ADN, l'armure de Tony Stark, c'est ça qui a créé en fait le modèle Marvel Studios, le modèle d'effets spéciaux Marvel Studios, à tel point que maintenant tous les héros ont une armure qui se transforme, qui apparaît sur eux, tu vois. Donc c'est même, je pense que c'est important pour eux de le faire avec les bons moyens, quoi. Et effectivement, tu fais une série de 4 heures, même avec 200 millions, bah tu mets 50 millions par épisode. Enfin même plus que ça, enfin voilà, tu m'as compris. Ça sera pas la même gueule que si tu fais juste un film avec 200 millions qui durera 2 heures et t'économises et tu mets l'argent au bon endroit pour avoir des bons effets spéciaux. Donc voilà, moi c'est en tout cas mon avis. Je pense, voilà, c'était White Noise auquel je pensais, avec de Noah Baumbach, avec Don Cheadle qui joue dedans, Greta Gerwig aussi, Adam Driver, qui est un film qui sort sur Netflix là justement et qui est un peu un film assez attendu. Il sort en novembre. Donc peut-être que c'est pareil, le fait que Cheadle soigne un peu sa carrière en ce moment, ça les a poussés à se dire allez, on va essayer d'en faire une vraie vedette. De la même façon que c'est un peu lui le premier vrai super-héros noir de la chronologie Marvel, hein. Parce qu'il a son armure d'Iron Man 2, il est équivalent en termes de pouvoir à Tony Stark d'Iron Man 2, il est là depuis quasiment les tout débuts du MCU, même si à l'époque c'était l'autre acteur Terrence Howard, ouais je crois que c'était ça, qui jouait James Rhodes. Là il y a Riri Williams qui va apparaître dans Black Panther 2, enfin je te dis, pour moi, c'est vraiment juste une question de rentabilité et de rationalité. Tu peux pas faire une série Armor Wars comme tu fais une série Secret Invasion. Déjà, si tu mets la thune. Déjà, Secret Invasion, ils vont le castrer à mort pour en faire une série télé qui va être une série télé d'espionnage qui aura rien à voir avec Secret Invasion. Armor Wars, s'il vous plaît, c'est juste Iron Man qui va bolosser la gueule d'armures concurrentes basées sur ses designs à lui, tu vois. Donc, Et puis, encore une fois, Captain America 4, c'est la suite de Falcon et Winter Soldier. The Marvels, c'est la suite de Miss Marvel et de Captain Marvel 1. Donc non, mais il y a une logique simplement à évoluer, quoi. Moi, je les voyais pas du tout faire Iron Heart en série télé. Ah ouais? Bah non. Ok. Voilà. Je les voyais pas du tout. Ok, tu les vois maintenant parce qu'ils le font, hein, donc il va falloir que tu le vois quand même. Là, je les vois là. Mais enfin, pour les débuts, je veux dire, peut-être il y aura évidemment Riri Williams dans Armor Wars. Ah, c'est sûr, oui. Voilà. Bien sûr que oui. C'est mon avis. Oui, ça c'est certain. Elle aura 2 gros films pour se lancer, avec 2 vedettes, justement. Enfin, techniquement, il n'y a plus de Chadwick, mais. Ce sera déjà lancé. 2 acteurs noirs vedettes. Elle aura déjà eu sa série, par contre, quand Armor Wars sortira. Hein. Tu penses, hein? Bah oui. Iron Heart. Placé dans la chronologie? Iron Heart, c'est l'été prochain, frère. Déjà? Mais oui. Ah, bah, c'est fini le tournage là. Hein. Ok, autant pour moi. C'est fini, allez, on fait la post-prod et on y va. Parce que c'est ça alors. Parce que c'est le rapport Falcon Winter Soldier vers Captain America 4, Iron Heart vers. Secret Invasion, parce que c'est écrit Secret Invasion qui a Armor Wars aussi. En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont découvrir, ils vont faire en fait, les Skrulls étaient cachés parmi nous. Après, ils vont faire les Skrulls nous ont volé nos armures. Voilà. Putain, si c'est ça. Bref, voilà. La dernière actualité, Corentin, la meilleure peut-être.
un peu toi qui es un grand fan de Hugh Jackman, tu es forcément heureux. Je suis pas plus fan que ça. Hein. Heureux, que dis-je, exalté du fait que l'acteur va reprendre son rôle de Wolverine pour Deadpool 3. Deadpool 3. Deadpool 3. Ouais. T'es heureux? T'es content? Bah, je suis pas ni heureux ni malheureux en fait. J'ai vu quand on a fait l'article sur Comics Blog effectivement qu'il y a eu beaucoup, mais même pas que nous d'ailleurs, quand l'actualité est tombée, ça a été un long chemin pour la rédiger. Quand on entend voilà, il y a beaucoup de réactions un peu outragées, des fans qui disaient mais ça va gâcher. Faut pas être outragé. Alors il y a vraiment eu de l'outrage pour le coup. Mais ça, ouais. Bah, déjà Deadpool il a pas bonne presse dans les commus cinéphiles parce que d'aucuns lui reprochent son côté un peu hypocrite de moquer les codes du cinéma de super-héros tout en les appliquant à la lettre. Voilà. Ouais. Ce qui est pour moi une critique à la con, parce que en fait, ça ne change absolument rien. Les Jump Street font la même chose, hein. Ils moquent les codes du blockbuster, mais ils les font quand même, tu vois, c'est le principe, c'est la réflexion méta qui va avec. La différence, c'est qu'évidemment, les Jump Street sont de bien meilleurs films que les 2 films Deadpool, mais les comics Deadpool, c'est ça aussi. En fait, il n'y a jamais un comics Deadpool qui est 100% méta du début à la fin, à part peut-être Deadpool Max, ou bien Il faut sauver le soldat Wilson, qui vraiment vont un peu tricher avec les codes, ou alors vraiment pousser les potards beaucoup trop loin. Mais voilà, Deadpool en comics, il a des aventures de super-héros. Il commente l'intrigue, comme She-Hulk le fait. Ça veut pas dire que c'est hypocrite ou pas, ça veut dire que c'est le personnage qui est comme ça, quoi. Alors après, on peut ne pas adhérer au personnage, il n'y a pas de souci, mais moi, voilà, le fait est que je trouve que les Deadpool 1 et 2 sont des films marrants. Bon, je les ai vus 2 fois chacun, enfin Deadpool 3 même 3 fois, parce que j'ai vu toutes les versions de Deadpool 3 parce que le boulot et tout. Très honnêtement, je trouve pas que c'est des films très honteux, mais le fait est qu'ils ont pas très bonne presse encore une fois. Par contre, Logan, lui, à l'inverse, a très bonne presse. Il est considéré comme l'un des meilleurs films de super-héros qui a jamais été fait. Avec raison, à mon avis. Et le différentiel, du coup, fait qu'un personnage qui est adoré par beaucoup de gens et qui avait droit à une conclusion sincère et réussie va s'inviter dans ce que beaucoup d'autres gens, les mêmes gens, justement, vont considérer comme étant un cirque de Ryan Reynolds qui s'amuse avec son héros faussement woke et tout. Voilà. Donc, j'entends la critique, très bien. Je vais être très honnête, j'en ai rien à foutre du tout. Si vous avez encore une fois lu des comics Deadpool dans votre vie, vous savez que Wolverine est un motif récurrent pour lui parce que Deadpool passe sa vie à se comparer à Wolverine parce qu'il a récupéré les pouvoirs de Wolverine, parce que c'est aussi quelque part une sorte de spoof de Wolverine créé par Nick Haza et Rob Liefeld. Voilà, pareil que ça a emprunté à Spider-Man. Voilà, pareil, Spider-Man est un motif récurrent. C'est comme si on me disait Tobey Maguire va reprendre son rôle de Spider-Man dans un film Deadpool. Je verrais le côté événementiel, en tout cas au niveau marketing, mais dans l'idée, c'est logique. Il y a eu des séries Spider-Man, Deadpool. Les héros sont potes, ils ont un peu le même humour. Il y en a un qui est un peu un plagiat de l'autre. Tu vois, enfin, c'est juste logique d'appliquer ça au cinéma. Il faut dire qu'on n'a pas eu d'autres acteurs pour jouer Wolverine à part Hugh Jackman. On sait que Reynolds est plutôt pote de Hugh Jackman. Ils ont tourné ensemble dans Wolverine Origins quand même, et c'est un souvenir un peu douloureux pour tous les deux. On sait que quand il y avait une campagne de sensibilisation pour je ne sais plus quel sujet, t'avais Hugh Jackman qui était en robe de chambre et qui débulait la caméra, et t'avais Deadpool qui était assis sur un plumard derrière. Donc c'est juste la fin d'un running gag en fait de plusieurs années sur le côté, même dans le 1 quand il avait le masque de Hugh Jackman à la fin, tu sais, Deadpool. Oui. Voilà, qui était pareil, un hommage à Il faut sauver le soldat Wilson. C'est vieux comme Deadpool en fait ce truc là, donc moi ça me fait ni chaud ni froid en fait. Je suis content de voir Hugh Jackman qui va s'amuser, prendre un chèque, et qui à la limite, s'il y a une belle scène d'action avec les griffes et Deadpool derrière qui fait un petit team-up et qui bolosse du vilain, parce que c'est des films qui sont pas non plus désagréables à regarder, je trouve. Il y a quelques bonnes scènes d'action dans le 2 un peu moins quand même. Le 1 avait quand même ce combat contre Francis qui était plutôt sympa, mais voilà, enfin c'est une non-franchise Deadpool. Il a fait du blé, donc on dit c'est une franchise, vivement le 3, ça va faire du blé encore, etc. La vérité, c'est que comme tout le monde le sait, Deadpool, si t'as pas 15 ans, tu prends pas forcément ultra au premier degré. Et c'est même toute l'idée, toute la logique. Le seul qui prend son premier degré, c'est Rob Liefeld, et à la limite Jerry Duggan, parce qu'il a vraiment écrit des arcs scénaristiques très sérieux. Mais le film Deadpool 3, c'est les scénaristes de Bob's Burger. Ça va pas être les arcs vraiment sérieux sur le traumatisme de Deadpool ou la relation de Deadpool et Chicla qui est vraiment un truc qui est écrit comme une vraie histoire d'amour et tout. Ça va être Deadpool qui revient, il va te dire je vous ai manqué et tout, maintenant je suis chez Marvel Studios, haha, blague, vilain, motif, ce que tu veux. Et en plus là d'un coup il y a Wolverine qui tape sur l'épaule en mode genre de No Way Home, il va dire is this a No Way Home? Et là du coup ils vont faire un crossover, ça va être rigolo. Bon, voilà, c'est un petit projet par Ryan Reynolds qui voilà sauve sa carrière en faisant le couillon. Même lui a plus besoin de ça, hein. On rappelle, c'est Pikachu, c'est Red Alert, Red Notice, pardon, excusez-moi.
c'est voilà, c'est devenu aussi une machine à franchise. Il ramène son pote en plus pour le réaliser, donc ça va pas être très différent des deux précédents. Je sais pas, je trouve qu'on s'emballe un peu trop pour rien. Et de la même façon, les gens qui sont hypés, qui se disent waouh, c'est le grand retour de Wolverine. Mais non, Wolverine, il va être recast dès Kevin Feige va claquer des doigts. Là, c'est juste un projet nostalgique, nostalgique, encore une fois, par rapport à l'ancienne continuité. Comme il y avait eu dans Deadpool 2, tu sais, il ouvre une porte et il tombe sur les acteurs de l'autre franchise. Et il referme vite la porte en mode genre non, toi, tu restes dans ton coin, on va pas se mélanger et tout. Donc voilà, mais moi, encore une fois, je suis de la sympathie pour les deux premiers films, donc je vais pas hurler au scandale. Je considère qu'il faut pas prendre Deadpool au sérieux, faut pas prendre non plus Ryan Reynolds au sérieux, et même lui a pas l'air de prendre la franchise au sérieux de toute façon. Ça a été un élévateur pour lui quand il en avait besoin. Derrière, elle a fait son boulot, la franchise. Elle a ramené les vannes de cul, le rated R dans le cinéma de super-héros. C'est un peu tout ce qu'on pouvait en espérer. Et vraiment, par contre, si ça j'y tient, les films Deadpool, je sais que c'est un argument que les gens n'aiment pas entendre, c'est comics accurate. Et donc là, le retour de Wolverine, il est comics accurate. Vous pouvez vous battre contre ça, mais à la limite, ça veut dire que vous n'aimez pas Deadpool. Dans ce cas-là, n'allez pas voir le film, mais limite, nous pétez pas les burnes, en fait. Parce que franchement, je trouve qu'il y a vraiment des procès qui sont faits à cette saga, genre que par rapport, tu sais, au côté bi de Deadpool, que c'est pas vraiment assumé, que c'est du queer coding et tout, mais c'est encore une fois, c'est pareil. Queerbaiting. C'est pareil en comics. Enfin, tu peux pas demander à Ryan Reynolds de réinventer Deadpool juste pour faire plaisir, tu vois, ou même de faire un vrai grand film de cinéma. C'est un héros à la con, donc ça fait des films à la con, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on se prend trop la tronche avec Deadpool. Ouais, mais je trouve juste que c'est un peu dommage parce que je trouve que la fin de carrière de Jackman collait très bien avec, Logan. Et sur cette symbolique-là, je trouve que c'est. Et pourtant, moi, j'ai bien aimé les Deadpool, j'aime bien Ryan Reynolds. Et bien sûr que le truc va être marrant et que ça fera plaisir techniquement. Mais c'est juste que par rapport, en fait, si tu veux, à la conjoncture actuelle sur les caméos, sur la fausse nostalgie, sur la facilité, je trouve que c'est quand même très paresseux. Et honnêtement... C'est pas pareil, quand même. S'ils avaient pu le faire dès le 1, ils l'auraient fait, je pense. Tu vois. Franchement, ouais, peut-être. Non, mais le 1 est sorti la même année que Logan, donc c'était pas possible. Mais je veux dire qu'il y aurait pas eu les retards et que peut-être que le Deadpool 3 serait sorti vraiment en 2020 s'il y avait pas eu la crise et tout ça. Ça me dérangerait moins, mais là après No Way Home, après les caméos de Doctor Strange, avec maintenant la façon dont en fait les boîtes réfléchissent que comme ça en fait, et avec les reboots continuels de vieux trucs et tout ça, je me dis, je sais pas, pour moi il a vraiment une trajectoire parfaite, et symboliquement je trouve vraiment que ça me dérange. Après, je vais pas hurler au scandale ou je sais pas quoi. Par contre, je trouve ça, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, je te l'ai dit de toute façon, ça fait pitié, quoi, tu vois. Je trouve que la démarche fait pitié. Moi, si tu veux, la critique, le résultat sera peut-être bien. La critique que j'aurais à faire à Jackman, c'est plus qu'il prend de moins en moins de risques au niveau carrière. Bah d'ailleurs, tu sais, il avait un caméo dans Free Guy, par exemple, de Sean Levy. Ah ouais, je m'en rappelle. Il jouait un joueur masqué dans une allée, bref, c'était vraiment un caméo de pote, tu vois, en mode oui. Probablement que c'est là qu'ils ont été boire un café, fumer un pet éventuellement, ou boire une grosse bière, et il dit allez, vas-y, viens, on te met dans Deadpool 3. Il a répondu ouais, je m'en tape et tout. Le fait qu'il soit moins sélectif, parce que là depuis Deadpool 2, enfin depuis le faux caméo de Deadpool 2, il a fait quoi, réminiscence de la femme de Lisa Joy, qui était pas un bon film. Il a fait Greatest Showman, qui était un film à moitié réussi. Et Dizzy, tu vois, on est loin de la période des Dizzy Eagle, on est loin de la période où il faisait des bons films, en fait. Les Misérables, quelque part, c'est pas un mauvais film non plus. Mais voilà, pareil, Sean Levy, c'est son pote. Real Steel, ils l'ont fait ensemble, tu vois. Enfin, je comprends, si tu veux, qu'on fasse la critique à Jackman de casser le souvenir de Wolverine, mais Jackman, il rend service, enfin, il fait plaisir à ses potes. Reynolds, c'est son pote, Sean Levy, c'est son pote. Ils se font un petit délire entre potes. C'est juste dommage qu'il y ait eu Logan entre les deux, quoi. Mais ça va rien changer au fait que Logan reste le vrai film de la saga Wolverine qui termine le truc. Deadpool, c'est pas canonique, pas plus en comics qu'au cinéma. Et on aura un autre Wolverine, peut-être Tom Hardy, peut-être un autre mec, chez Marvel Studios à terme. Il faut juste se dire, voilà, il se fait un petit kiff. Mais tu sais, moi, ça me fait tout autant chiésir, hein, tu vois, pour faire une sorte de mélange, de voir Michael Keaton revenir en Batman. Parce que d'un côté, ben déjà j'ai pas envie, tu vois, qu'on se vautre dans la nostalgie comme ça. Je pense qu'il y avait mieux à faire, et même quitte à proposer à Jeffrey Dean Morgan de prendre le rôle. Mais en même temps, quand tu vois les images dans le teaser de The Flash, je me dis putain, merde, c'est vrai que c'est Michael Keaton qui reprend le rôle de Batman, tu vois, donc c'est kiffant. Donc tu peux comprendre pourquoi les studios le font, parce qu'effectivement on est hypocrite nous-mêmes, quand des fois ils le font et que c'est bien fait, on est content, tu vois. Oui, c'est sûr. Et en même temps, bah c'est vrai que ça encourage pas la créativité. Mais là je te dis, moi je le vois plus comme simplement une bande de potes qui se fait un petit kiff, quoi, c'est tout. Très bien. Ben écoute, on verra bien. En tout cas, le film est prévu pour 2024.
On aura sûrement l'occasion de vous en reparler, mais en attendant, on va simplement laisser vos oreilles se reposer puisque c'est la fin de ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de réagir aux différents sujets, vous pouvez le faire dans la partie commentaires de notre site et surtout pour soutenir le podcast, 2 options. Partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous avec n'importe qui. Si quelqu'un un jour vous dit dans la rue par hasard hey, j'aime bien les comics, et bah tu fais tu ne connais donc pas Force Print. Tu devrais écouter ce podcast qui te parle d'actualité, qui te fait des émissions de critiques et de débats autour de films et séries et invite les acteurs et actrices incontournables du monde de la bande dessinée dans ces émissions. Tu devrais vraiment faire ça. Et si un mec vous dit dis donc, j'ai un bœuf là, et justement, je voulais le balader dans ce magasin de porcelaine. Quoi surtout pas. T'as pas écouté le dernier First Print? Et ils en parlent. Et fais pas ça, hein. Écoute-le, mais fais pas ça. Hein. Surtout si c'est un charolais. Clairement, mieux vaut pas. Bref, parlez-en tout autour de vous et on vous rappelle qu'on a une page Tipeee qui est ouverte aussi sur laquelle vous pouvez nous apporter votre soutien financier afin de simplement voir le podcast sur le long terme puisque tout ce travail a un coût. Alors pour vous non parce que toutes nos émissions sont gratuites mais ça représente beaucoup de temps et de travail de notre côté. Donc voilà, si vous avez conscience de ceci, eh bien toute aide sera la bienvenue. Merci à toutes celles et ceux qui nous aident là-dessus et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés. Salut.